Si on est confiant dans ce qu'on fait, on ne devrait pas avoir peur de ce genre de choses. Les ostéopathes, ils reconnaissent la nécessité d'une réforme et d'une régulation de la profession. On aurait pu très bien avoir les gars qui disent oh bah l'ostéopathie c'est un peu la merde, ce serait bien de faire machine arrière. Et là non, elle dit vraiment vas-y on l'intègre au système de santé. Ce sont des propositions qui peuvent être clivantes. Elle parle presque à mots couverts d'un potentiel numerus clausus. Elle est en conflit d'intérêts quand elle rend un diplôme entre guillemets une école. Ça veut pas dire qu'il y a systématiquement de la fraude, mais s'il y en a, on aura beaucoup de mal à le détecter. Je pense qu'aujourd'hui on est aussi une génération qui aime bien jouir de cette flexibilité. Les pires années de ta vie économique, c'est les années où tu démarres ton entreprise. Il y a une quantité non négligeable d'ostéopathes qui ont des revenus faibles, voire très faibles. L'image qu'ils ont de l'ostéo, c'est la personne qui se complaît à travailler à côté, qui va peut-être même s'opposer à la médecine ou à la kinésithérapie et à la science. Alors qu'en fait, là, on voit que dans ce sondage-là, il y a une réelle volonté de travailler avec les autres pour que le patient puisse être mieux pris en charge. Et ça, c'est des informations qui n'étaient pas rendues publiques auparavant. Pourquoi rester à côté alors que finalement on est de plus en plus intégré de fait? Allons-y et mettons tout en place pour que ça se passe le mieux possible. L'idée quand même, c'est de créer une structure qui ferait de la science dans l'ostéopathie. C'est une position officielle de l'administration aujourd'hui qui dit bah voilà, si on devait aujourd'hui donner notre avis, on mettrait les ostéopathes comme professionnels de santé. Bienvenue dans les chroniques d'un ostéo sceptique, le podcast où l'on s'interroge sur nos pratiques, que l'on soit ostéo, kiné, professionnel du sport ou de la santé. Nos invités sont cliniciens, chercheurs, patients, sportifs ou entraîneurs. Notre objectif commun, c'est allier les dernières connaissances scientifiques et l'expérience de terrain pour mieux travailler ensemble et améliorer nos pratiques d'entraînement ou de soins. Je m'appelle Pierre-Élie Bernard, je suis ostéopathe depuis 2012 et je milite pour une pratique de l'ostéopathie basée sur les preuves. Sur mon temps libre, je vulgarise le fonctionnement de la douleur sur ma chaîne YouTube Les Chroniques de la douleur et je pratique dans mon garage la force athlétique. On est parti pour une discussion, qu'elle soit posée ou animée, elle se fera pour moi en buvant un bon café. Alors installez-vous confortablement, prenez la boisson de votre choix, profitez bien de l'écoute, mais surtout, restez critiques. Dans ce premier épisode des Chroniques d'un ostéo sceptique, on va parler de la place de l'ostéopathie en France et de l'avenir de cette profession. En mai 2023, l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, a publié un rapport qui s'intéresse à la formation des ostéopathes et à la situation de la profession dans le pays. Et le constat peut avoir de quoi inquiéter. De quoi inquiéter les patients, parce qu'il y est dit que la formation des ostéos est très hétérogène, ce qui peut poser de vraies questions sur la sûreté de la prise en charge. De quoi inquiéter les ostéos également, parce que le nombre d'ostéopathes formés est juste délirant, avec plus de 2000 nouveaux diplômés ostéo chaque année. Et on retrouve à côté de ça une diminution des revenus des ostéos les dernières années, peut-être liée à cette surpopulation, peut-être liée à d'autres facteurs. Mais ça pose une question que tout étudiant et professionnel doit se poser, est-ce qu'on peut encore bien vivre de la profession d'ostéopathe aujourd'hui? Heureusement, ce rapport de l'IGAS, il ne fait pas que pointer du doigt les problématiques, il souligne également des éléments rassurants et il propose des solutions. Solutions qui pourraient être bénéfiques pour les patients, pour les ostéos et pour le système de soins en général. On y parle de limiter le nombre de professionnels formés et éventuellement de reconnaître les ostéos comme professionnels de santé. Ce sont là des enjeux majeurs qui peuvent modifier radicalement la profession d'ostéo dans les années qui viennent. Donc on a pensé qu'il serait intéressant d'en parler afin que chacun puisse se faire une idée du sujet. Et à la fin de l'épisode, on vous révélera les résultats d'un sondage qui a été réalisé pour connaître le ressenti des ostéos vis-à-vis de ce rapport et de ses propositions. Et pour discuter de tout ça, on est aujourd'hui 3 ostéos autour de cette table virtuelle. Chacun de nous a plusieurs casquettes, mais surtout une volonté farouche de faire avancer la profession. Mon premier invité s'appelle Pierre-Adrien Liot. Il est ostéopathe depuis 2017 et apparemment passionné par l'aspect législatif de l'ostéo. Et c'est bien, il en faut. Il a été président de la FEDEO, la Fédération des étudiants en ostéopathie, puis impliqué au niveau syndical puisqu'il a été secrétaire général du SFDO, le syndicat français des ostéopathes. Il a été membre suppléant de la Commission consultative nationale d'agrément, qui est l'organisme chargé d'émettre un avis sur le fait que les écoles d'ostéo puissent ou non garder un agrément pour délivrer des diplômes, et c'est un sujet qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui. Mais surtout, Pierre-Adrien, il a lu le rapport de l'IGAS qui fait 110 pages pour en faire 3 articles de blog qui sont parus sur le site ostéopathe.pro, dans lesquels il nous résume le constat actuel de l'ostéopathie en France, les propositions faites par l'IGAS et les enjeux, notamment l'éventuelle reconnaissance en tant que professionnel de santé. Mais pas de panique, il va aujourd'hui nous dire tout ce qu'on peut en retenir, en sachant qu'il s'exprime aujourd'hui à titre personnel en dehors de ses mandats. Bonjour Pierre-Adrien. Bonjour Pierre-Élie, merci de m'avoir invité et je suis tout à fait ravi de partager ce moment-là avec vous 3. Et ben moi aussi, je suis content. Mon deuxième invité, à qui je vais donner la parole tout de suite, s'appelle Clément Sévère. Il est ostéopathe, mais également petit génie de l'informatique. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, moi qui ai du mal à mettre une clé USB dans le bon sens.
Il est l'un des créateurs du site ostéopathe.pro qui héberge les fameux articles rédigés par Pierre-Adrien qui résument le rapport de l'IGAS. Sur ce site, ostéopathe.pro, on trouve aussi des articles sur la clinique, le diagnostic différentiel de douleurs radiculaires par exemple. On trouve également des mini-jeux qui permettent de tester ses connaissances sur l'anatomie, la neurologie ou de réviser au passage de façon ludique. Et enfin, on trouve de gros dossiers comme celui sur la démographie des ostéopathes en France, qu'ils ont eux-mêmes réalisé. Dossier tellement complet et bien fait qu'il a été utilisé par l'IGAS dans son rapport. Donc Clément, il va pouvoir nous parler de la démographie des ostéopathes en France, nous expliquer pourquoi on a du mal à savoir exactement combien d'ostéos pratiquent dans le pays, et il va revenir sur quelques points discutables du rapport de l'IGAS. Bonjour Clément. Salut Pierre-Élie, salut Adrien, je suis très content d'être là aussi. Et je précise qu'ostéopathe.pro, c'est aussi un logiciel de prise de notes pour les consultations d'ostéo, logiciel que j'utilise et qui a accepté d'être le partenaire de cet épisode. Plus d'informations plus tard lors de l'émission. Et enfin, je me présente, Pierre-Élie Bernard, je suis ostéopathe depuis 2012 et youtubeur depuis peu. J'essaye de vulgariser le fonctionnement de la douleur aux patients et aux professionnels sur ma chaîne Les Chroniques de la douleur. Et je suis également formateur puisque je propose une formation qui s'adresse aux ostéos, kinés et coachs sportifs sur comment adapter l'entraînement d'un sportif qui présente des douleurs. Je suis ravi de vous avoir aujourd'hui pour discuter de tout ça, et donc on peut commencer. Pour comprendre un petit peu ce rapport, on va devoir essayer de comprendre un petit peu dans quel contexte ce rapport il a été créé, et ça, pour le coup, Pierre-Adrien, tu as suivi un petit peu le dossier depuis quelques années, puisqu'à l'époque où tu étais à la FEDEO, la Fédération des étudiants en ostéopathie, tu avais déjà un petit peu travaillé sur d'autres sujets en rapport avec ça qui ont mené ensuite à la création de ce rapport. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Pierre-Adrien? Oui, alors du coup, effectivement, quand j'étais militant étudiant, avec plusieurs autres étudiants, on avait mis en place ce qu'on appelle une frise chronologique des différentes avancées historiques de l'ostéopathie d'un point de vue réglementaire. On s'était basé sur un jeune étudiant à l'époque en droit médical qui s'appelle Pierre-Luc Lermite et qui n'est plus étudiant aujourd'hui puisqu'il est enseignant. Du coup, cette frise elle est toujours disponible, mais je pense que c'est assez important de se remémorer un peu les dates clés sur l'évolution du statut de la profession en France, parce que ce rapport IGAS, il fait référence à des problèmes contextuels qui sont aussi issus du passé. Donc très brièvement, on peut séparer un petit peu l'histoire de l'ostéopathie en 3 phases. La phase avant 2002, et ensuite la phase entre 2002 et 2014, et puis la phase après 2014. Grosso modo, l'ostéopathie, elle est arrivée dans les années 60, 1960 en France. Et l'arrivée de cette profession a mis un petit peu en balance ce qu'on appelle le monopole médical. Et ça aboutit au premier texte réglementaire aujourd'hui qu'on a en France en 1962, qui est l'article 372 du Code de la santé publique, qui mentionne l'ostéopathie. Et à l'époque, elle réserve l'ostéopathie au seul usage des professions médecins. Et par conséquent, tout autre ostéopathe entrait dès lors en exercice illégal de la médecine. Donc entre 62 et 2002, grosso modo, le vaste sujet de l'ostéopathie exclusive tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est du coup les procès et les affaires d'exercice illégal de la médecine. Donc il y a eu plusieurs retentissements politiques à l'époque, puisque l'ostéopathie a commencé à avancer dans les réflexions du législateur. Et quand je dis législateur, je parle l'État en règle générale, dans les années 80, où au fur et à mesure que la profession se développait, donc dans l'illégalité, à un moment donné, il a été question de se dire, bon, ce serait peut-être bien qu'on encadre un petit peu ce qui est en train de se passer, parce que, a priori, ça se développe quand même malgré l'illégalité. Donc c'est Mitterrand qui a entamé les travaux, s'en est suivi une cohabitation, comme tout le monde le sait, qui a mis un petit peu fin aux travaux, et le plus important, c'est dans les années 90, où on a un rapport qui vient de l'Europe, qui s'appelle le rapport Lanoé, qui encourage le développement de l'ostéopathie et qui, du coup, est un petit peu un pavé dans la mare, qui engendre plein de débats à l'Assemblée nationale sur est-ce que on réglemente l'ostéopathie en ouvrant aux non-professionnels de santé ou pas. Il faut savoir qu'en parallèle de ces débats réglementaires, il y a une situation en France où l'ostéopathie se développe de toute façon. Comme le rapport IGAS va le dire à plusieurs reprises, on est le pays où l'ostéopathie se développe le plus dans le monde. Et à l'époque, il y avait une forte appétence pour cette profession. C'était déjà le cas à l'époque, du coup, parce qu'on entend souvent que c'est le cas beaucoup aujourd'hui, mais c'était déjà le cas dans les années 90. Dans les années 90, on n'a pas réellement de chiffres, mais on sait que politiquement, en tout cas, c'est l'ostéopathie qui récupère beaucoup d'attention. Et ça, c'est obligatoirement lié au fait qu'il y a pas mal de médecins qui s'y penchent, pas mal de kinés qui s'y penchent aussi, et des ostéopathes qui ne sont pas
kinés qui ne sont pas médecins. Ce qui est une situation assez... En fait, c'est une situation qui n'existe pas dans d'autres professions. Si on prend d'autres professions, souvent c'est soit professionnel de santé, soit complètement à l'extérieur. Là, il y avait différents types de professionnels qui se revendiquaient de la même profession, qui n'étaient exclusivement réservés aux médecins, mais pratiqués aussi par des kinés ostéopathes et pratiqués par des non-professionnels de santé. Donc ça créait une situation de tension et d'insécurité juridique pour le patient et pour les professionnels qui exercent. Donc à la suite de ces différents rapports, tout le monde aura entendu parler de notre ancien ministre Kouchner, qui était médecin, soit dit en passant, et qui s'est attaqué au sujet dans les années 2000. Et grosso modo, ça a abouti à une réglementation de l'ostéopathie. Il y a eu la première loi posée dans la loi des droits des malades, qui est la loi 2002, dite loi Kouchner, où là l'ostéopathie s'est créée. Et qu'est-ce que dit cette loi en substance ? Elle dit deux choses. Elle reconnaît l'existence de la profession, elle reconnaît le fait qu'il n'y a pas que des médecins qui la pratiquent, donc elle crée un titre, et ça on va souvent parler du mot titre en ostéopathie, parce que ça vient de là. Donc elle va créer un titre qui est délivré sous condition, et elle range les ostéopathes dans une catégorie qui n'est pas dans le code de santé publique, c'est-à-dire que ce n'est pas une profession de santé, c'est un titre professionnel qui est un petit peu en périphérie du code de santé publique. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, quand la loi a été faite, les rapports de force entre les personnes qui influencent la politique, elle était de dire l'ostéopathie oui, mais pas dans le code de santé publique. Donc par conséquent, ça a créé notre profession aujourd'hui. Alors on n'était pas les seuls parce que cette loi 2002, elle a aussi réglementé les chiropracteurs. Elle a autorisé l'usage du titre de chiropracteur un petit peu de manière similaire à chez les ostéopathes. Mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre beau pays, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, c'est-à-dire que pour savoir le cadre légal d'une chose, il faut savoir à quelle position réglementaire on est. Et grosso modo, le texte législatif le plus fort dans notre pays, c'est la Constitution. Ensuite, on a la loi qui est votée au Parlement. Après, on a des décrets qui sont décidés par l'exécutif. Après, on a des arrêtés, etc., et on redescend. Et la plupart du temps, la loi, elle est souvent assez générale. Et quand on regarde cet article 75 de la loi de 2002, il tient en une page à peu près. Et en fait, la plupart du temps, il se réfère en disant, sur ces éléments de détail, on se référera par un décret qui sera pris par le ministère de la Santé, par exemple. Sauf que les décrets ont mis du temps. Sauf que voilà, les décrets, ils ne sont pas arrivés avant 2007. Voilà. Pour la plupart. Et il faut savoir qu'ils sont arrivés en 2007 pour une raison bien précise, c'est qu'il y a eu des recours au sein du Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est un peu un grand tribunal, c'est la plus haute instance qui peut juger du coup une partie de l'action du gouvernement, qui leur a dit, là maintenant, ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu de décret qui précise comment on devient ostéopathe, donc c'est bien de dire, voilà, on peut être ostéopathe, il faut dire comment on se forme, et qu'est-ce que les ostéopathes ont le droit de faire ou pas. Et le décret le plus célèbre de 2007, c'est le décret qui réglemente les actes et les conditions d'exercice. Et là, par exemple, dans ce décret-là, il sépare des actes qui peuvent être effectués par des ostéopathes qui sont médecins et des actes qui ne peuvent pas être effectués par ces ostéopathes non médecins. Donc du coup, là, il y a une différenciation qui est faite, et par là même, une reconnaissance du fait que il y a un titre partagé dans notre profession. Un petit peu plus tard est arrivée du coup une réglementation sur la formation, mais à la base, la première réglementation, elle était très très light. On était sur 3520 heures de formation, ce qui n'était pas énorme. Et progressivement, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a une hétérogénéisation très importante de la formation à l'époque. Et ceux qui l'ont vécu s'en souviennent, il y avait des écoles en 6 ans, 5 ans, 3 ans. On pouvait avoir son diplôme un petit peu de manière assez aléatoire, au final, selon l'école dans laquelle on était. Ça aboutit à 2 rapports qui ont été importants dans les prises de décision publiques à l'époque. Un rapport qui est venu de l'OMS, qui du coup conseiller les États qui réglementaient l'ostéopathie de faire des formations à hauteur d'environ 4200 heures. Et il y a eu un rapport IGAS qui a été effectué, alors j'ai plus la date exactement, il faudrait que je regarde à quelle époque, je crois que c'est 2010 le rapport IGAS sur l'ostéopathie. Oui, donc ça c'est arrivé après 2007 en fait. C'est-à-dire qu'en 2007 c'était finalement assez light. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2007, les décrets, ils ont été faits parce qu'il y a un juge qui a dit qu'il faut décréter. Donc ça a été fait très rapidement. Donc c'est pour ça que les décrets de 2007, vous verrez, ils ne prennent pas énormément de taille. Ils sont très, très succincts. Et sur la formation, c'était
très succinct aussi, mais il n'y avait pas de programme de formation, par exemple, clairement défini. Et ça, du coup, à un moment ou à un autre, il y a eu l'IGAS qui s'est mobilisé. Et un an après, il y a eu une réforme assez importante de la réglementation, la réforme de 2014, qui est une réforme que je connais un peu plus parce que c'est l'époque où je suis rentré en ostéopathie. Là, pour le coup, en 2014, la réforme, c'était sous le ministère de Marisol Touraine, sous le gouvernement Hollande, pour resituer les choses. Et du coup, cette réforme, elle instituait 3 grands axes, grosso modo. C'est-à-dire qu'on avait un décret qui expliquait critères d'agrément à respecter pour qu'une école puisse délivrer le titre d'ostéopathe, qui est assez dense. Il y avait un décret qui précisait le programme de formation et l'organisation de la formation et surtout les passages d'examen. Et il y avait aussi, du coup, ce qu'on appelle un référentiel professionnel qui décrivait un petit peu ce que les ostéopathes sont habilités à faire et comment ils travaillent. Et donc, du coup, c'est leur référence, voilà, en disant, voilà, le métier, la fiche métier, c'est ça. Donc, du coup, la formation, elle devra apprendre à faire ça. Et c'est notamment, par exemple, dans ce référentiel professionnel, pour la petite info, que c'est la première fois qu'on a défini juridiquement ce que c'était qu'une mobilisation et une manipulation. Et ça, c'est 2014. Et ça, c'est 2014. Ah oui. Donc du coup, et donc là, c'est assez récent. Et ce qui s'est passé en 2014, c'est qu'une fois que ces décrets sur la formation sont arrivés, on a statué 5 ans d'études, on a obligé toutes les écoles à avoir une clinique interne et à effectuer des consultations, et notamment il y a un chiffre de 150 consultations qui a été arrêté, ça n'était pas le cas avant, sachant que les 2/3 de la formation clinique devaient être exercés dans la clinique interne de l'école. C'est souvent d'ailleurs un sujet majeur de discussion en termes de volume de pratique des étudiants. Il a été arrêté par exemple le fait d'avoir un certain nombre de salariés qui travaillent dans une école par rapport au nombre d'étudiants, le nombre de mètres carrés nécessaires, le fait qu'il y a une institution systématique normalement d'enquête d'insertion à 18 et 36 mois après la sortie des étudiants de leur école pour que les jeunes rentrants soient informés de ce qui se passe après. Donc ça, c'est pas forcément tout le temps respecté. Et le nombre d'heures de formation, il est passé d'environ 3500 à 4860, quoi, par exemple. Donc du coup, on a eu une augmentation globale du volume. J'ai l'impression que ces décrets, ils ont été faits parce qu'il y a eu un petit peu des abus de la part de certaines écoles, vu qu'il y avait une sorte d'engouement, beaucoup de gens qui étaient intéressés par le métier et que c'était enfin encadré. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'écoles qui ont ouvert et qui peut-être formaient les gens de manière pas très sérieuse. Et j'ai l'impression que c'est un peu en réaction à ça que ce décret a été publié. Bah, le maître mot à l'époque, moi je me rappelle bien quand on discutait, c'était la sécurisation des soins pour le patient. Le patient a toujours été au cœur un petit peu de la réglementation de l'ostéopathie. Hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la loi Kouchner, c'est la loi des droits des malades. Et en 2014, à l'époque, c'était vraiment il faut que les ostéopathes nouvellement formés aient un niveau de base en pratique et en théorie qui permet d'assurer la sécurité du soin. C'était vraiment ça le leitmotiv. Parce que je crois que dans les courbes démographiques, si jamais à un moment donné Clément nous en parle un petit peu, entre 2002 et 2014, il n'y a pas eu une toute petite dose d'ostéopathes. Il y a eu énormément d'ostéopathes de formés. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là aussi où on a vécu ce qu'on appelle le grand baby-boom de la profession. La majorité des ostéopathes aujourd'hui que tu peux croiser, ils ont moins de 15 ans d'exercice. Et en fait, là, on avait énormément de praticiens qui s'installaient avec des niveaux ultra divergents, rien à voir avec aujourd'hui, puisque là, on avait des praticiens qui pouvaient aller de 3 ans à 6 ans quand ils s'installaient. On n'avait absolument aucun contrôle des écoles, ou très très peu. Et là, ça a institué les premiers systèmes de contrôle. Mais je te cache pas que du coup, même si tout le monde était très content à l'époque de l'apparition de ces décrets, c'était un vrai engouement quand même. Ça a été un peu décevant parce qu'en 2015, en fait, on a constaté que chaque école devait déposer un nouveau dossier d'agrément au ministère et la CCNA du coup à l'époque devait travailler les dossiers, rendre un avis et puis le ministère il agrée ou l'agréait pas. Alors la CCNA, c'est la Commission consultative nationale d'agrément. Exactement. La Commission consultative nationale d'agrément, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la commission qui est ce qu'on appelle une commission paritaire, c'est-à-dire qu'autour de la table, il y a des représentants des ostéopathes médecins, des représentants des ostéopathes kinés et des représentants des ostéopathes exclusifs. Et bien sûr, autour de la table, il y a aussi des représentants de l'administration, l'IGAS, la DGOS, et je crois qu'il y a des représentants du ministère aussi. À l'époque, j'y étais pas. Et cette CCNA, en fait, elle a un rôle consultatif. Ça, c'est important à le noter. C'est-à-dire qu'elle reçoit les dossiers, elle les analyse, elle rend un avis au ministère, mais c'est le ministère qui décide en définitive. Mais du coup, quand le ministère, et ça c'est important, quand notre gouvernement en France, on est dans un état de droit,
quand il prend une décision, ça l'engage, et donc du coup, les gens peuvent attaquer cette décision. Et entre autres, là, comme la décision d'un agrément pour une école, ça entraîne un préjudice financier majeur, puisqu'une école qui n'est pas agréée, elle ne peut pas donner le titre. Donc du coup, elle est quand même vouée à disparaître, entre guillemets. Donc du coup, là, pour le coup, cette école, elle a intérêt à ester en justice pour contredire la décision du ministère. Et c'est ce qui s'est passé. Elles sont allées en justice et elles ont remporté, elles ont obtenu la possibilité d'avoir un agrément provisoire. Donc ça, c'était quand ? Ça, on était en 2015, là. 2015. Donc il y a des écoles qui n'ont pas eu l'agrément. En gros, la commission consultative nationale d'agrément a dit certaines de ces écoles ne rentrent pas dans les critères, donc on conseille de ne pas leur donner l'agrément. Le ministère a dit « Ok, on ne leur donne pas l'agrément ». Les écoles ont porté plainte et donc finalement, le ministère a dit « Bon, allez hop, on vous donne un agrément temporaire qui finalement est devenu permanent ». Pas exactement ça. Quand les écoles ont porté plainte, le juge administratif, il a cassé la décision du ministère. Il a dit non, votre décision n'est pas sur des bases légales suffisantes pour retirer l'agrément. Donc il a un peu forcé le ministère à redonner l'agrément à sa décharge. Et en fait, on s'est rendu compte à l'époque, et ça a été du coup pour ça que moi, par exemple, j'ai milité avec mes collègues et mes camarades, c'est que le dossier d'agrément, il est principalement déclaratif, pour ne pas dire totalement. C'est-à-dire que les écoles donnent les éléments au ministère et à la CCNA, et c'est sur la base des éléments papier, entre guillemets, qu'on est amené à juger. Mais du coup, il y avait quand même, à un moment donné, des vraies questions sur la véracité des éléments qu'on pouvait recevoir, si tu veux. Et quand, comme on est dans un état de droit, la charge de la preuve, elle est quand même assez importante, et quand tu dois prouver quelque chose, il faut que tu en aies la certitude juridique. Mais tout le temps que tu n'es pas allé sur place pour vérifier, tout le temps que tu n'as pas fait un contrôle si la pièce que l'école te fournit, elle est sincère, et ben du coup, tu as un doute qui, bien souvent, est légitime à casser une décision. Parce que du coup, dans notre état, la formation, elle est libre. Donc du coup, on ne peut pas arrêter une formation si on n'a pas quelque chose de tangible. Et là, c'est ce qui s'est passé. D'accord. Et c'est pour ça qu'à cette époque, il y a eu une réclamation, et notamment les étudiants, que des contrôles IGAS aient lieu, parce que l'IGAS, en fait, c'est un peu la police de la santé. Eux, ils sont habilités à faire des contrôles sur place, et puis c'est inspection générale, quoi. Et en fait, on a tous demandé à cette époque-là que l'IGAS vienne sur place vérifier les pièces administratives pour constater s'il n'y avait pas, quelque part, un petit peu des mensonges de certains établissements qui pourraient justifier un retrait d'agrément. Et ça n'est jamais venu. Entre-temps, il y a eu des élections. Ça a changé donc de ministre et de président. Donc ça a changé de politique générale. Il y a eu d'autres priorités. On est passé un petit peu à la trappe. Et ce qui se passe, c'est que du coup, les agréments, pour être bien précis, ils sont donnés pour une période de 5 ans. Ils sont quinquennaux. Donc 2015, ça nous emmène à combien ? À 2020. Et à 2020, qu'est-ce qui se passe ? Covid, ça déstabilise un petit peu tout le monde. Il faut fermer les cliniques étudiantes parce que l'un des critères sur lequel on avait le plus de doutes à l'époque, c'était quand même la capacité des établissements à fournir suffisamment de patients dans leur clinique interne. Sauf que là, pour le coup, avec le Covid, forcément, il y a eu quand même une diminution de la fréquentation. Du coup, il y a eu un petit peu un décalage de cette campagne d'agrément à 2021. Il y a eu des agréments provisoires. Et ensuite, il y a eu encore une fois des recours au tribunal administratif qui ont abouti au fait que les écoles qui ont perdu leur agrément l'ont récupéré. Et là, d'ailleurs, c'est encore en institution aujourd'hui pour vous dire à quel point ça a traîné à cause du Covid, principalement. Et là, pour le coup, le ministre à l'époque, Olivier Véran, il se dit, bon, ça fait quand même 2 fois que le ministère rend des décisions qui sont cassées, que c'est compliqué avec la réglementation en ostéopathie, il faudrait faire un rapport IGAS sur la situation. D'ailleurs, à l'époque, le rapport IGAS, et on le voit bien dans son cadrage, la lettre de mission de l'IGAS, il est exclusivement sur la formation et les agréments. Après, l'IGAS, bien évidemment, elle a été un petit peu plus loin en allant sur l'ensemble de l'ostéopathie en tant que telle. Par exemple, elle est allée sur le terrain du statut de la profession, de l'économie de la profession. Et ce qui est intéressant, c'est que à la base, en fait, un rapport IGAS, c'est pas public. C'est pour ça qu'en fait, il a été publié, je crois, en 2022. Il a envoyé l'IGAS quand elle fait un rapport, elle le fait sur lettre de mission du ministre. Ensuite, elle rend son rapport au ministre et c'est le ministre qui décide de rendre le rapport public ou pas. Mais là, pour le coup, lui, 1 an après, là, cette année, il a décidé de le rendre le rapport public. Et dans ce rapport, on trouve énormément d'informations qu'on n'avait pas accès. D'ailleurs, on en a discuté avec Clément la dernière fois, par exemple.
tout ce qui est données économiques issues de la CIPAV, donc la caisse des retraites des ostéopathes, bah ça, c'est pas des données publiques. Et en fait, l'IGAS, du coup, a quand même réussi à analyser ces données-là. Et du coup, maintenant, elles sont publiques puisque le rapport IGAS, il est public. Toutes les recommandations, en fait, qui sont issues en IGAS sont très orientées formation parce que le problème, à la base, il vient de la formation, parce que, historiquement, dans la formation, ça a été un sujet très important pour le ministère sur le point de vue sécuritaire pour le patient. Et aujourd'hui, il y a a priori une question qui émerge, qui est quand même la question de la démographie professionnelle avec... je pense qu'à mon avis, le ministère se pose des questions sur quel est l'avenir des jeunes qui entrent dans cette profession. Voilà, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, j'espère pas avoir dit trop de bêtises. Non, mais ça nous donne déjà un bon contexte de ce qui s'est passé ces dernières années ou décennies pour comprendre comment on en est arrivé là. Et effectivement, comme tu dis, il y a une question de démographie qui est importante parce que la France est le pays qui compte le plus d'ostéopathes au monde, à ma connaissance, il me semble. Oui, largement devant tout le monde. Voilà, Clément pourra confirmer. Et effectivement, c'est l'une des choses qui est mise en avant par ce rapport. Et justement, on va rentrer maintenant concrètement dans ce que dit ce rapport, à la fois sur le constat actuel de la profession et sur les recommandations. Et sur le constat actuel de la profession, donc il parle entre autres de la démographie. Et donc toi, Clément, tu sauras nous dire certaines choses là-dessus, puisque, comme je le disais en introduction, tu as travaillé avec ton collègue Conrad sur la démographie des ostéopathes en France. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait penser pour déterminer exactement combien il y a d'ostéopathes qui travaillent concrètement sur le terrain. Donc, explique-nous un petit peu ce que vous avez fait et pourquoi ça a été complexe. Je pense que c'est bien aussi de donner un poil de contexte avant que je parle de ce que nous on a commencé, parce que nous on a commencé en 2018. Au début, c'était un constat très simple. On se dit, c'est très difficile de trouver les données, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour déjà s'aider nous-mêmes. Mais en fait, ce qu'on avait remarqué aussi, c'est que donc, depuis 2012, il y avait pas mal de travaux qui avaient été faits sur la partie démographique, de façon régulière, mais jamais par la même personne. C'est-à-dire que suivant les moments où on cherchait des archives ou des données, par exemple, il y avait une association qui se montait, qui faisait une étude démographique, par exemple en 2010, et puis en fait, peut-être qu'il le répétait un an après, puis après ça s'arrêtait. Donc souvent, il y avait des données qui étaient très parcellaires là-dessus, déjà d'un point de vue historique. Donc moi, j'ai quelques archives par-ci, par-là, de choses que j'ai pu retrouver, mais au fur et à mesure, en fait, toutes ces données-là, elles se perdent, parce qu'elles sont assez peu publiées au niveau de l'open data par le gouvernement ou autre. Et la plupart des associations qui se montent et qui créent des études, en fait, finissent généralement par arrêter. Et donc, on a des données un petit peu parcellaires. On a des années, on a des bons chiffres, des années, on n'a pas trop d'infos. Donc, nous, en 2018, on a commencé, on s'est dit, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Vu qu'on n'est pas une association, une ASP, tout ça, on a eu au début énormément de mal à avoir accès, par exemple, au registre ADELI ou à des données publiques. Alors, le registre ADELI, c'est le registre qui regroupe les gens qui sont étiquetés professionnels de santé, mais où les ostéopathes sont aussi inscrits alors qu'on n'est pas professionnel de santé. Hein. C'est ça, c'est auprès des agences régionales de santé, il me semble. En gros, c'est ça. ADELI, c'est un registre sur lequel on va s'inscrire quand on a son diplôme pour attester qu'on a bien eu le diplôme. On peut être professionnel de santé ou ostéopathe qui n'est pas professionnel de santé. Depuis, la plupart des professionnels de santé ont été migrés vers un autre registre qui s'appelle le RPPS. Nous, pour l'instant, on est encore sur l'ADELI et on devrait potentiellement migrer vers le RPPS aussi dans le futur. Mais en tout cas, jusqu'à présent, c'est le registre qui liste normalement tous les ostéopathes en activité. Et pour la petite anecdote, le RPPS, dont le nom initial c'est Répertoire partagé des professionnels de santé, pour pouvoir accueillir les ostéopathes dedans, ils l'ont changé le nom et ils ont appelé ça le registre partagé des professions dans le champ de la santé. On fout vraiment le bordel, nous. Hein. Du coup, voilà, au début, on a voulu avoir accès au registre ADELI. On n'a pas réussi à avoir accès parce qu'il fallait avoir des accréditations particulières. Il fallait soit une association avec des statuts bien spécifiques, ce genre de choses. Donc, on a été à plusieurs agences différentes. On a demandé aux ARS, on a demandé à l'ANS, on a demandé, plein d'agences. On s'est fait un peu balader. Et donc, nous, on a pris une autre approche au début. On s'est dit, tiens, on va faire comme le fait Google quand il fait de l'indexation du web, parcours des pages du web, et puis il fait une cartographie du web. Nous, on a pris un peu la même approche. On s'est dit, si on cherche le mot-clé ostéopathe et qu'on tombe sur des sites d'ostéopathes et que dessus, on trouve suffisamment d'éléments qui nous font penser que telle personne exerce, on peut peut-être commencer à compter les gens comme ça. Et donc, en fait, on a mis au point un système qui parcourt le web comme Google, mais qui est spécifique aux ostéos. On ne fait pas tout le web, on fait vraiment que les ostéos. Et après, pour chaque personne qu'on trouve, on essaie de trouver une localisation géographique. Parce que souvent, c'est un site web professionnel avec des coordonnées pour pouvoir prendre rendez-vous. Et donc, nous, on a pris ces coordonnées-là et après, on les géolocalise, donc on les met sur une carte. Donc, c'est en 2018 qu'on a fait la première fois cet exercice-là. Et on avait déjà trouvé des différences entre ADELI et la carte que nous, on avait créée. Mais on n'a pas gardé les archives.
Comme quoi je disais que les archives se perdent, même nous on n'a pas gardé celle de 2018, par contre on a tout bien gardé à partir de 2019. Et par exemple, pour vous donner une idée, en 2019, pour 31 000 ostéos qui étaient dans le registre Adeli, nous on en a retrouvé que 23 400 sur le web. Et en fait cette différence-là aussi vient du fait que quand on s'inscrit sur Adeli, on le met une première fois quand on a un diplôme, mais il n'y a rien qui nous oblige à le refaire chaque année, à se réinscrire. Et donc en fait, tout ce qui est dans la liste Adeli, c'est quelqu'un qui s'inscrit au moins une fois, mais c'est la seule information qu'on a. Donc en fait, si quelqu'un change de travail, qu'il décède, qu'il part à la retraite, tout ce qui peut faire qu'on arrête de faire ostéo, en fait, on n'est jamais enlevé du registre. D'accord. Je sais qu'à un moment, on a eu un aperçu des dates de naissance qu'il y avait dans la base. On n'avait pas accès aux données, mais on a quand même eu un extrait en nous disant ce qui est dedans, ça ne vous intéresse pas forcément parce qu'il y a des gens qui ont 108 ans et qui exercent encore, en théorie, d'après le registre. Non, mais je veux dire, 108 ans, il est même vraiment pas à la retraite. Ah oui, il voulait travailler jusqu'au bout. Mais voilà, donc il y a tous ces facteurs-là qui fait que c'est jamais enlevé de Adeli. Et en fait, nous au début, donc on avait notre système de parcours du web qui nous permettait de retrouver les ostéos qui existent, qui étaient du coup pas mal inférieurs à ce qu'on avait sur Adeli. On a continué à faire ça en 2020, et ce qui est bien, c'est qu'en 2021, le registre Adeli a été publié. Il a été mis justement en open data. Par contre, il est très succinct, il y a juste nom, prénom et numéro Adeli. Il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de département, il n'y a rien. On peut l'extraire un peu du numéro Adeli parce qu'il est préfixé par le numéro du département, mais c'est à peu près tout. Mais on s'est dit que si on allait reprendre que Adeli pour faire la carte, en fait, on aurait d'autres problèmes. Donc en fait, ce qu'on a fait à partir de 2021, c'est qu'on fait un croisement des deux. C'est-à-dire qu'on fait notre parcours du web comme on le faisait avant, et on croise ça avec les données Adeli, et on voit ceux qui ont l'air d'avoir des correspondances entre les deux, parce que souvent, il y a des gens, par exemple, qui vont mettre leur numéro Adeli sur leur site pour prouver qu'ils sont bien ostéo. Donc ça nous permet de faire le lien, et ainsi de suite. Et donc ça nous permet d'essayer d'affiner les données au fur et à mesure du temps qui passe. Mais en tout cas, on a toujours été pas mal inférieur aux données qu'il y avait dans le registre Adeli. Par exemple, donc en 2019, on était à 23 000 au lieu de 31 000 dans Adeli. En 2020, on était à 25 000 au lieu de 38 000 dans Adeli. En 2021, on était en 25 000 toujours, un peu plus, presque 26 000, alors qu'on était 35 000 sur Adeli. Et puis en 2022, on était à 31 600, alors que Adeli était déjà à 37 000. Et là, cette année, on va être probablement autour de 28 000. On est redescendu un petit peu parce qu'on a essayé d'affiner justement par rapport aux données de l'IGAS. Maintenant qu'on sait qu'il y a des données par rapport à la CIPAV, etc., ça nous a permis un peu de réajuster certains de nos critères. Donc aujourd'hui, on l'estime plutôt à 28 700. Là, tu parles que des ostéopathes exclusifs ou ostéopathes médecins et ostéopathes kinés également? Alors, ça, c'est l'autre truc, c'est que dans Adeli, théoriquement, c'est tous les gens qui ont un diplôme d'ostéo peuvent s'inscrire et avoir un numéro Adeli. Il y a des professionnels de santé qui ne vont pas forcément se déclarer dans Adeli en tant qu'ostéo, pourtant qui ont le diplôme, mais vu qu'ils exercent déjà, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir un numéro en plus. Par exemple, on le sait d'ailleurs avec le rapport de l'IGAS, qu'il y a des gens qui ont la profession, enfin qui ont le moyen de le faire, mais qui ne le déclarent pas forcément sur Internet. Et nous, en fait, on va juste reprendre ce qu'on trouve sur Internet. Donc, si quelqu'un a dit qu'il était ostéopathe, on va pas forcément toujours pouvoir identifier est-ce que c'est aussi un professionnel de santé, est-ce qu'il a les doubles casquettes. Donc, nous, on regarde ceux qui, on va dire, l'activité principale étant ostéo, ou s'ils ont un profil, en tout cas, qui laisse à penser qu'ils font de l'ostéo un jour par semaine, même si le reste du temps, ils font d'autres professions, on va considérer que c'est un ostéopathe. Donc, il y a toujours un chevauchement entre les deux. En 2021, on avait essayé de recouper justement les données RPPS avec Adeli, et je crois qu'on avait trouvé à peu près 3900 qui étaient sûrs d'avoir les deux. Mais on ne savait pas trop pour les autres. Et c'est d'ailleurs une des choses qui est remontée dans le rapport de l'IGAS, c'était de dire, sur les 25 000 par exemple, que nous on a trouvé, en fait, il n'y en a que 15 000 qui exercent. Mais en fait, si on reprend en compte à peu près le nombre de kinés qui sont aussi ostéo, donc c'est à peu près 10 000, en fait, on retombe aussi à peu près sur 25. Donc je pense qu'il y a une grande partie des kinés ostéo que nous, on doit retrouver en ligne en tant que aussi ostéopathe. Donc là, tu disais, en gros, l'estimation en 2022 que vous avez faite, qui est une estimation encore une fois, c'est de combien? 30 000 combien, tu disais? En 2022, nous, on avait estimé à 31 600. Ok, d'accord. Sachant qu'il y a une augmentation de plus de 100% du nombre de professionnels entre 2012 et 2022, d'après une analyse économique que j'avais vue qui avait été faite par le SFDO, le syndicat français des ostéos. Alors, je ne sais pas sur quel chiffre il se basait, mais je pense qu'on est globalement sur cette idée-là, quoi. On a plus que doublé en 10 ans. Par exemple, pour donner une idée, en 2010, on était 4715, d'après Adeli. Et vu que c'était le début de Adeli pour les ostéos, je pense qu'il y avait beaucoup moins de gens qui avaient arrêté, donc qui étaient plutôt proches de l'arrêté. Et puis après, plus le temps passe, plus ça se décale. Et on voit qu'à peu près chaque année, il y a, on va dire, aux alentours de, allez, on va dire 1800 personnes qui s'inscrivent sur Adeli, entre 1800 et 2000. Voilà, donc c'est à peu près la vitesse de croissance du registre, c'est 2000 par an. Ok. Pierre-Adrien, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, j'ai fait une petite erreur de date quand j'ai parlé tout à l'heure. J'ai dit que le rapport IGAS précédent, il était en 2013, je crois, et en fait, c'était en 2010 qu'il a été fait. Il a été rendu public un petit peu plus tard, et la réforme, elle a commencé entre 2013 et 2014. Je ne sais pas si tu pourras le rajouter au montage ou le préciser
à ce moment-là. Après une très courte pause, Pierre-Adrien, Clémen et moi, on a parlé des revenus des ostéopathes en France et de ce que ces revenus nous disent de la dynamique de la profession. On parlera ensuite des problèmes liés à la formation des ostéopathes, mais également des solutions proposées par l'IGAS dans son rapport. Alors restez avec nous, on recommence notre discussion dans un instant, juste après que je vous ai parlé du partenaire de cet épisode. Cet épisode a été créé en partenariat avec ostéopathe.pro. Ostéopathe.pro, c'est d'abord un site internet sur lequel on retrouve des articles de blog sur la clinique, la recherche ou la législation en rapport avec l'ostéopathie. On y trouve aussi des quiz et des mini-jeux pour tester ses connaissances ou les réviser de façon ludique. Et on y trouve de gros dossiers comme celui sur la démographie des ostéopathes en France. Mais Ostéopathe.pro, c'est aussi et surtout un logiciel de prise de notes pour les consultations que j'utilise personnellement depuis un moment et que j'apprécie bien pour 2 fonctionnalités. Déjà, la possibilité de pouvoir envoyer les factures par mail en 3 clics, mais surtout l'utilisation des trames créées par la communauté. Les gens qui utilisent le logiciel peuvent partager des outils référencés qu'ils ont par exemple vus en formation continue pour que chacun puisse les intégrer dans ses notes. Par exemple, dans mon logiciel, là, je peux intégrer dans mes consultations le Start MSK qui permet d'évaluer les risques de passage à la chronicité d'une douleur ou bien les questions à poser pour écarter le fait qu'une douleur cervicale soit le signe d'une lésion artérielle. Les trames, elles peuvent aussi servir à écrire des courriers quand on demande un avis à un médecin ou quand on fait un bilan. Bref, c'est pratique, ça fait gagner du temps et il y a de nouvelles trames qui sont publiées régulièrement. Donc perso, j'aime beaucoup, je trouve ça assez souple pour permettre de s'adapter au mode de prise de notes de chacun, mais surtout pour pouvoir évoluer avec le temps parce que nos pratiques évoluent, donc la façon dont on prend des notes aussi. Vous pouvez tester ce logiciel gratuitement jusqu'à 100 consultations et ensuite, si vous utilisez le code chronique20, vous obtenez 20% de réduction à vie sur le prix que vous payez et ça permettra au passage de soutenir mon travail. Fin de la pause pub, retournons à notre discussion. Et donc du coup, cette fameuse démographie des ostéos que vous aviez faite sur ostéopathe.pro, elle a été en partie utilisée au sein du rapport de l'IGAS pour faire une sorte de constat actuel de la profession. Je ne sais pas s'il y avait des choses que vous vouliez dire là-dessus, Clémen ou Pierre-Adrien. En soi, c'est très intéressant justement que ce rapport ait été rendu public parce que certaines des données auxquelles eux ont eu accès, du coup, sont devenues accessibles aussi à nous. Donc ça nous permet justement d'affiner les résultats qu'on peut proposer. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont du coup pris plusieurs sources et ils ont fait justement un peu un croisement additionnel entre le ROF et nous et d'autres pour essayer d'avoir la démographie la plus précise possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la CIPAV, qui est la caisse de retraite des ostéos, on est obligé d'être inscrit même si on est auto-entrepreneur ou autre. Il y a à peu près, je crois, il y avait 15 000 en 2022. Donc effectivement, c'est pas mal inférieur à ce qui avait été prévu par nous. Je pense que si on rajoute à peu près les kinés, on tombe à peu près sur les chiffres que nous on avait, qui eux sont pas à la CIPAV, ils sont à la Carpimco, donc c'est une autre caisse pour les kinés. Potentiellement, si on rajoute quelques médecins aussi, ostéo et tout ça, on arrive à peu près sur les chiffres qu'on avait en 2021-2022. C'est ça qui est très intéressant, c'est que, comme l'a dit Clémen, les données du répertoire Adélie, elles sont de nature amenées à grossir en permanence, puisque personne ne se désinscrit, globalement, où c'est à la marge. Et c'est vrai que le travail qu'a fait Clémen avec Ostéopathe Pro, d'essayer de recouper via Internet et tout ça, ça permet déjà d'affiner. Et les données CIPAV, on ne les avait pas avant. Et là, pour le coup, c'est sûr qu'on voit une différence en termes de nombre qui est assez importante. Et là où c'est aussi intéressant au niveau du rapport, c'est qu'ils ont régionalisé aussi la démographie. C'est-à-dire qu'on a les chiffres nationaux de combien il y a d'ostéopathes, mais aussi à la répartition dans chacun des territoires. Donc on peut se faire une idée un peu de la densité d'ostéopathes par territoire. Et ça, c'est aussi assez intéressant à connaître comme chiffre, quoi. Et effectivement, au niveau de la CIPAV, en théorie, tout le monde est censé y cotiser, pour ce qui est des exclusifs. Oui, parce que jusqu'à présent aussi, on avait des fois des statistiques via les AGA, donc les associations de gestion agréées. Mais effectivement, par exemple, il y a plein de gens qui sont en auto-entreprise qui n'ont pas d'AGA. Donc effectivement, là aussi, on avait un trou dans la raquette en termes de statistiques. Quand on lisait en général sur la profession, on n'avait pas ces statistiques-là. L'avantage de la CIPAV, c'est que vraiment tout le monde est obligé d'y être. Donc ça donne des chiffres, je pense, qui sont les plus fiables qu'on peut avoir. Ce qui est intéressant avec les AGA, les associations de gestion agréées, c'était pour aussi les données économiques. Le fichier qui est utilisé, qui est public, c'est le fichier de l'UNASA, l'Union nationale des associations de gestion agréée, je ne sais plus exactement le sigle. Du coup, ça, c'est des espèces de chiffres qui sont sur un pool d'adhérents à ces organismes. Mais là, la CIPAV, l'avantage, c'est que non seulement elle sait à peu près normalement combien on est, mais en plus, elle sait à peu près combien on gagne, puisque nos cotisations, elles sont indexées sur nos chiffres d'affaires. Donc, du coup, là, en recroisant les données économiques, ça permet aussi de dégager des tendances sur une quantité
de professionnels. Et économiquement, ça, c'est très intéressant. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça très intéressant parce que autant à l'UNASA, je crois qu'on est sur 4 à 5 000 ostéopathes adhérents, je crois, de mémoire. Mais à la CIPAV, les chiffres économiques, ils sont faits sur un pool de 15 000 ostéopathes, peu importe le statut, auto-entrepreneur ou réel. Donc là, du coup, on a des tendances économiques qui nous permettent d'avoir une certaine visibilité, une certaine fiabilité, j'ai envie de dire aussi, sur ce qui se passe après le diplôme à l'échelle globale, quoi. Et alors justement, cette analyse économique un petit peu, qu'est-ce que ça donne globalement? Quelle est l'évolution des revenus des ostéos ces dernières années? Et qu'est-ce que dit ce rapport? Pierre-Adrien, tu saurais peut-être nous dire? Ouais, parce que moi, j'ai pas mal travaillé là-dessus avec un collègue qui s'appelle Pierre-Yves d'ailleurs. Je regarde en même temps, je triche un peu. Il y a plusieurs choses qu'on peut noter. La première, c'est que, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je note personnellement, c'est qu'il y a quand même un revenu qui est assez stable dans le temps, malgré une augmentation démographique assez importante. Donc ça, c'est quand même une information importante, c'est que grosso modo, quand tu as une augmentation de la démographie professionnelle qui augmente de manière importante et que les chiffres d'affaires, ils restent, en tout cas les revenus restent assez stables, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une augmentation de la demande. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de patients qui consultent des ostéopathes parce que du coup, ça maintient leur activité. On note une diminution de revenus globale, tout quartile confondu, entre 2019 et 2020. Mais bon, c'est un petit peu des années particulières, surtout l'année 2020. On peut diviser en 4 les ostéopathes économiquement. Il y a ceux qui ont des forts revenus et ceux qui ont des revenus plus faibles. Et ce qui a intéressé pas mal de gens, c'était d'étudier le dernier quartile, celui qui avait les revenus les plus faibles, parce qu'on a une fourchette assez large, en fait, de revenus, nous les ostéopathes, parce que ça peut aller, d'après la CIPAV, on est, pour ce qui est de 2019, on est environ pour la fourchette la plus basse, à 10 000 euros de revenus annuels. Ça veut dire pas beaucoup, puisque du coup, il y a 12 mois dans l'année, donc ça fait moins de 1 000 euros par mois. Et pour ce qui est de la fourchette, une des fourchettes les plus hautes, c'est le 3e quartile, on était à des revenus supérieurs à 30 000. On est environ autour de 35 000, je vois pas exactement le chiffre, mais on est environ de 35 000 de revenus annuels pour la fourchette la plus haute. Donc là, du coup, ça représente un revenu plus intéressant. Donc c'est une fourchette très importante, mais ça veut dire aussi qu'il y a une quantité non négligeable d'ostéopathes qui ont des revenus faibles, voire très faibles. Parce que du coup, je crois que c'est l'IGAS qui le dit, mais il y en a qui sont sous le seuil de pauvreté, entre guillemets. Je suis assez modéré par rapport à ça, parce que la grande question qu'on n'a pas avec ces chiffres-là, c'est ça fait combien de temps qu'ils exercent? Est-ce qu'il y a une corrélation entre... Parce que s'ils viennent de se lancer... oui, là, je pense qu'on peut dire à tout le monde, ceux qui nous écoutent, quand tu te lances au mois de juin après ton diplôme, de juin à décembre, c'est pas l'année où tu vas faire le plus gros chiffre d'affaires de ta carrière. Non, c'est sûr. Tu te lances et l'année est divisée par 2 déjà. Donc... Et puis, donc ça, c'est une information qu'on n'a pas. Cela dit, il y a quand même une réalité, c'est qu'il y a une disparité, une inégalité de revenus chez les ostéopathes. Le rapport, on a un petit peu parlé, mais moi, j'avais fait une étude avec Pierre-Yves où on avait comparé avec les données de l'UNASA les revenus des ostéopathes avec des professions qui peuvent être comparées en termes d'activité. On avait pris les revenus des professions où il fallait 5 années après le bac dans le système de santé pour pouvoir exercer en libéral. Et on était arrivé avec les infirmiers libéraux, parce qu'il faut 3 ans d'études et 2 ans de service pour pouvoir être libéral, les orthophonistes, les kinés, les chiropracteurs, les sages-femmes et du coup les psychologues. Voilà. Et nous, on avait comparé du coup l'ensemble des quartiles sur l'ensemble des années disponibles à l'UNASA, et on était arrivé du coup à la conclusion que grosso modo la courbe des ostéopathes en termes de revenus, on était assez comparable avec les sages-femmes, les chiropracteurs et je crois avec les orthophonistes de mémoire. Donc en fait, si on compare les revenus, tu vois par exemple les psychologues, ils ont un premier quartile en libéral qui est très 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 faible, beaucoup plus faible que le nôtre pour le premier quartile. Si on prend les sages-femmes, elles ont des quartiles qui sont au-dessus. Et ce qui était intéressant dans cette étude-là qu'on avait fait, c'est que nous, la particularité qu'on a avec les sages-femmes et les orthophonistes, c'est que la sécurité sociale, elle ne prend pas en charge nos actes, quoi. Donc du coup, on n'a pas un effet de dopage, entre guillemets, économique là-dessus. Et pourtant, on a des revenus qui sont un petit peu dans le même ordre, quoi. Donc si on devait comparer l'ostéopathe moyen, il aurait certainement des revenus qui ressemblent beaucoup à une sage-femme libérale ou à une orthophoniste libérale. Donc du coup, ça, c'est pour essayer un peu de modérer. Par contre, il y a un premier quartile qui est très très faible. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que potentiellement sur l'UNASA, c'est que les gens qui ont une AGA, donc qui sont au régime réel. Et on sait que ces dernières années, il y a pas mal de gens aussi qui sont plus au régime auto-entrepreneur, qui sont peut-être pas pris en compte dans les données qui remontent
s'ils ne sont pas dans l'UNASA. Donc potentiellement, si tu as plus de revenus, tu passes au régime réel, donc tu prends une AGA, donc tes statistiques remontent à l'UNASA. Par contre, si tu n'y es pas, bah, du coup, ça, de facto, ça coupe, on va dire, ceux qui ont peut-être potentiellement des revenus plus faibles. Donc, à voir combien il y en a, parce que ça aussi, c'est des données qui sont assez difficiles à voir, parce que souvent, les gens qui sont en auto-entreprise, ils n'ont pas forcément justement d'AGA ou d'autres organismes qui ont ce genre de statistiques. Donc après, on retombe un peu sur les données de la CIPAV. Je crois qu'on retrouve en partie dans le rapport. Bah, du coup, là, on n'a pas les données de la CIPAV pour d'autres professions. Bah, voilà. Enfin, on n'a pas les données des caisses de retraite d'autres professions. Donc là, pour le coup, on ne peut pas comparer, quoi. Donc au final, ce que tu nous dis, Pierre-Adrien, c'est que globalement, au final, sur les 10 dernières années, les revenus des ostéos sont relativement stables malgré une augmentation assez importante du nombre de professionnels. On voit sur certains graphiques qu'il y a une diminution ces dernières années, mais ça, selon toi, c'est surtout lié à la période Covid, a priori, selon toi, et que c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les professions. Ah bah là, moi, sur toutes les données UNASA que j'ai dû avoir, en 2020, tout le monde a diminué son chiffre d'affaires, hein, globalement. En plus, les ostéopathes, on a fermé globalement tous nos cabinets, donc il y a une certaine logique à ça. Donc là, il faudra voir un petit peu avec les données 2021-2022 qui arriveront plus tard, voir si c'est juste contextuel, c'est-à-dire est-ce qu'on a un pic dans le graphe, ou est-ce qu'on a vraiment un effondrement du revenu. Pour l'instant, je suis plutôt d'avis de dire c'est probablement plus contextuel Covid. Plusieurs façons de voir les choses. On peut se focaliser sur les 25%, parce que quand on divise la profession en quartiles, c'est tous les 25%. C'est-à-dire que quand on dit que 25% des ostéopathes vivent en dessous le SMIC, grosso modo, ça veut dire qu'il y en a 75 qui vivent au-dessus, quoi. Donc effectivement, il y a un sujet, il ne faut pas le mettre sous le tapis. Mais il ne faut pas non plus dramatiser la situation. Là, quand on voit par exemple sur les quartiers les plus hauts, quand on est autour de 35 000 de revenus annuels, ce n'est pas une situation qui est dramatique pour ces gens-là. Par contre, il y a une répartition qui n'est pas équivalente près des ostéopathes. Moi, j'aurais plutôt tendance à me poser la question de qu'est-ce qui fait qu'un ostéopathe gagne plus qu'un autre qui gagne moins, en fait. Ça, c'est une vraie question à laquelle je me pose. Je me demande si c'est pas une question de choix, entre guillemets aussi. Si je prends mon exemple à moi et à mon collègue, on a tous les deux fait un choix qui est de se dire on va pas faire des journées de 10 heures, quoi. On va pas faire 12 consultations sur la journée parce qu'on préfère allier un équilibre avec la qualité de vie aussi. Donc on a réduit un peu le nombre de créneaux qu'on a ouverts. Moi, personnellement, j'ai aussi pris l'habitude d'avoir une petite pause entre deux patients, ce que j'ai pris comme habitude au moment du Covid, où j'aérais, je désinfectais, etc. Et puis après, je me suis dit que c'était quand même bien appréciable d'avoir 5 ou 10 minutes entre deux patients pour poser, pour souffler un petit peu, et je l'ai conservé pendant un moment. Donc je sais que moi, personnellement, c'est des choses qui ont diminué un petit peu mon chiffre d'affaires, mais pour gagner un petit peu en qualité de vie. Donc peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont eu les mêmes logiques aussi, j'en sais rien. Il y a plein d'hypothèses, et je pas sûr, en fait, quand on les étudie de manière exhaustive, ces hypothèses-là, elles ne se rejettent pas les unes des autres. Il y a très probablement un changement de rapport au travail de nos générations, d'une part. Oui, je pense qu'on n'est pas dans la même façon de gérer nos plannings et nos emplois du temps que l'étaient nos parents. Surtout en fait que, par exemple, pour ce qui est des hommes, on est de plus en plus à vouloir s'investir dans sa famille quand on en a une, ce qui n'était pas forcément le cas des générations d'avant. Il y a aussi une forte féminisation de l'ostéopathie, ça faut pas... De la profession. Oui, et une forte féminisation, ça fait des temps incompressibles si jamais il y a des grossesses. Et bizarrement, les grossesses, c'est entre 25 et 35. Et t'es diplômé à quel âge ? 25. Et puis un phénomène baby-boom qui fait qu'on est beaucoup à s'installer en même temps et à être en début de carrière. En fait, là, je pense pas trop dire de bêtises si je dis qu'à mon avis, on est au moins 50% de la profession à être en début de carrière, en fait. Et donc, du coup, c'est normal qu'il y ait une disparité aussi de liant au démarrage d'une activité, sachant qu'à la base, nos cabinets, on les a pas repris la plupart du temps d'un confrère qui fonctionne. On les crée, c'est de la création pure et dure, l'ostéopathie, dans une bonne partie des cas. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais moi j'ai été amené à créer plutôt qu'à reprendre. C'est ce que j'ai fait aussi, j'ai créé un cabinet directement. Dans les activités non conventionnées par la sécurité sociale, dans les activités de service et du droit, quand les gens créent leur entreprise, les pires années de ta vie économique, c'est les années où tu démarres ton entreprise. Et souvent, tu as 5-6 ans avant de rôder l'activité économique. Donc, il y a peut-être aussi une partie de cette hypothèse-là. On est aussi très nombreux à être disponibles en même temps et un peu partout en France. Et donc forcément, ça aussi, ça joue. Le patient, aujourd'hui, je le dis des fois pour rigoler, mais on est si on se considère comme une profession dans le champ de la santé, on est très probablement l'une des plus accessibles aujourd'hui aux patients. C'est-à-dire qu'un patient, aujourd'hui, s'il veut avoir accès à un ostéopathe, en règle générale, je pense qu'en 24-48 heures, il trouve un ostéopathe à peu près partout en France, ce qui est un succès qu'aucune profession de santé n'a réussi à faire.
Et nous, on l'a fait en moins de 20 ans. Il y a aussi un changement d'habitude. Par exemple, nous, quand on sortait, la plupart des gens disaient c'est bon, je m'installe, j'ouvre mon cabinet. Là, depuis à peu près 2 ans, justement, depuis Covid, il y a pas mal de gens aussi, quand ils sont en 5e année, ils disent moi, je vais faire d'abord des remplacements, je veux tester plusieurs régions, voir où est-ce que je vais m'implanter plus tard. Donc, il y a aussi un peu plus, on prend son temps. On n'est pas pressé d'ouvrir tout de suite. Donc, potentiellement, voilà, si tu fais un peu de remplacement, tu as des zones d'un peu de creux, ça fait pas la même dynamique économique. Et là, justement, ce que j'espère voir, c'est dans les prochaines années, est-ce que justement, ce que va donner cette courbe, parce que là, il y a toujours un petit décalage par rapport à 2020. Et puis, j'espère qu'on aura potentiellement accès à des données en plus, potentiellement CIPAV ou autre, même si j'y crois pas dans l'immédiat, mais peut-être plus tard, pour justement essayer de voir plus précisément ce que ça donne, quoi. J'espère, parce que le président de la CIPAV actuellement, c'est un ostéopathe exclusif. Donc j'espère qu'il nous donnera accès à certaines données quand même. Ça serait cool. Je savais pas ça. Mais tu as tout à fait raison, Clément. Et je pense que c'est un truc que moi j'ai remarqué, et on a tous un peu remarqué, mais on a quand même un métier qui est très flexible géographiquement, très flexible hebdomadairement, qui est très flexible tout court en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on est aussi une génération qui aime bien jouir de cette flexibilité. Tu vois, je suis pas diplômé depuis très longtemps, mais j'ai déjà changé de ville une fois, parce que j'ai été amené à suivre mon conjoint. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ensuite, dans la semaine, quand moi je dois gérer mon gamin ou quand je dois m'occuper de choses et d'autres, je peux gérer mes rendez-vous quasiment au jour le jour. J'avais un ami dentiste qui me disait, tu sais pas la chance que tu as de pas avoir un planning rempli à 6 mois. Moi, quand je prends des vacances, il faut que je les prévoie 6 mois à l'avance. Je lui ai dit, ça m'est pas arrivé, ça. Donc, et je pense qu'on est... ça fait partie des avantages. Ça a son inconvénient. De toute façon, la liberté, ça coûte toujours cher. Mais ça a aussi cet avantage. Autre chose, pour s'installer, parce qu'on a un coût de formation qui est assez important, ça c'est certain, mais pour s'installer, on a un coût d'installation qui est assez dérisoire. Grosso modo, un ostéopathe pour s'installer, et c'est ce qui fait qu'il est très movible d'ailleurs, parce qu'il peut s'installer facilement, rapidement, partout. Avec une table, c'est parti. Et une table, en plus, tu peux même la changer d'une ville à une autre. Donc, ça fait partie des éléments qui fait que y a du pour et du contre dans la situation, et qui fait que, globalement, moi, j'ai jamais encore entendu parler de suicide dans la profession, par exemple, alors qu'il y a plein de professions où j'en entends régulièrement parler. Alors, peut-être que ça viendra, j'espère pas, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal de gens qui sont heureux chez nous, quoi. On entend plus parler de réorientation, pour le coup. Quand les gens ils trouvent qu'ils n'arrivent pas à faire suffisamment, potentiellement, il y a plus le débat de qu'est-ce que je fais d'autre, quoi. Ça, c'est un gros défaut, tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant, parce que tu prends un psychologue, par exemple, qui est dans le quartile de ceux qui ont une activité la plus basse. Lui, il peut faire une activité mixte à l'hôpital, il peut être salarié et exercer son activité comme salarié. Nous, en ostéopathie, c'est vrai qu'à part le libéral, c'est un peu... soit tu réussis en libéral, soit tu changes de métier, entre guillemets, en fait. Donc, oui, il y a un enjeu sur la réorientation, et je pense que c'est un truc qui est un peu sous-estimé, parce qu'on n'a vraiment pas de chiffres. Oui, et, c'est très difficile d'en avoir. Pas beaucoup. C'est très difficile d'en avoir. C'est aussi considéré qu'un peu comme un aveu d'échec. Et puis ça manque un peu de passerelle entre ostéo et d'autres choses, quoi. Donc ça commence à se construire doucement, mais c'est vrai qu'une fois que tu as fait ostéo, il y a assez peu de choses qui te permettent potentiellement d'aller vers autre chose si tu le souhaites, ou de continuer à développer, quoi. Et puis il y a un dernier truc qu'on n'a pas abordé sur le constat de l'IGAS, c'est quand même un truc que l'IGAS acte de manière assez importante, c'est le fait que la population, elle consulte massivement les ostéopathes. Elle parle de 3 Français sur 5 qui ont déjà consulté, et du fait que l'augmentation du nombre des ostéopathes, il est lié au bouche à oreille dans 70% des cas. Et que la plupart du temps, les douleurs auxquelles les ostéopathes font face dans leur motif de consultation, c'est articulaire et musculaire. Et ça, du coup, c'est un truc effectivement qui est dit et redit, parce que dans la profession, c'est un petit peu la routine de parler du fait qu'on a une très belle image dans la population. Mais malgré tout ce qui se passe, il y a quand même une image qui est assez forte. Et ça explique en partie l'hypothèse du maintien des revenus des ostéopathes dans le temps, parce que les patients nous font une forte confiance et ils continuent de nous consulter. Et ça, pour le coup, j'avais regardé dernièrement sur les dernières enquêtes d'opinion qui sont tombées à droite et à gauche. C'est pas un truc qui diminue dans le temps. Même, en fait, au fur et à mesure, là, il y a eu une période d'ostéobashing un petit peu. Ça n'a pas eu l'air de trop affecter la confiance des Français à notre égard, quoi. Si les gens nous font confiance, il peut aussi y avoir des bonnes raisons, je pense. Le rapport de l'IGAS, quand il fait le constat de l'ostéopathie actuellement en France, il parle également de l'hétérogénéité qui persiste encore un peu au sein de la formation. Et avant qu'on
enchaîne sur ce que propose l'IGAS au ministère justement pour résoudre certaines des problématiques. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de cette hétérogénéité de la formation qui persiste encore un petit peu ? Ce qu'il faut savoir, c'est que la CCNA, quand elle rend un avis, il est confidentiel. Donc en fait, vous ne saurez jamais ce qui s'est passé au sein de la CCNA et il n'y a que le ministre qui le sait. Et là, dans son rapport, l'IGAS parle un petit peu des motifs pour lesquels la CCNA était amenée à rendre des avis défavorables. Et ça nous donne du coup une vision un petit peu de ce qui peut être reproché à la formation en France aujourd'hui. Et l'IGAS, grosso modo, elle pointe du doigt le fait qu'effectivement, il n'y a pas de contrôle in situ, et ça, c'est un défaut du système d'agrément, qui laisse de la marge de manœuvre à ceux qui veulent un petit peu tricher pour le faire. Et grosso modo, les points majeurs sur lesquels la formation elle est attaquée, en tout cas certains organismes de formation, parce qu'il y en a très probablement qui respectent bien les critères, mais en tout cas, il y a une sorte de tâche aveugle un petit peu qui mériterait qu'on s'y attarde sur des contrôles in situ, c'est l'insuffisance de pratiques cliniques dans les cliniques, l'absence d'expérience requise par des tuteurs de stage, parce que normalement, en fait, un tuteur de stage, il doit avoir plus de 5 ans d'exercice pour pouvoir accueillir un stagiaire. Et très probablement que ce n'est pas toujours le cas, qu'il y a aussi des problèmes dans les conventions de stage externes, avec des fois une confusion entre ce que c'est qu'un stage interne à la clinique de l'école et un stage externe dans une entreprise, par exemple, ou dans une fédération sportive. Et après, tous les points sur les locaux, l'équipe pédagogique, ça fait que d'une école à une autre, on va très probablement avoir des dossiers qui sont complètement différents. Et quand un dossier est mauvais, ça va être principalement sur ces points-là, de ce que dit l'IGAS, qu'ils vont l'être. Et ça, c'est des informations qui n'étaient pas rendues publiques auparavant. Et donc du coup, là, on sait exactement quels sont les points à améliorer, entre guillemets, dans la formation. Et effectivement, si un ostéopathe n'a pas la même qualité d'enseignement parce qu'il n'a pas suffisamment de patients, parce que ses professeurs ne sont pas assez expérimentés, en sortie de diplôme, c'est pas le même professionnel. Et là, l'IGAS pointe du coup un autre des soucis de notre formation, c'est que grosso modo, en ostéopathie, le ministère agrée une école, donc il lui donne l'autorisation de délivrer le titre, mais il lui délègue l'examen final, en fait. Et là, il y a quand même des chiffres qui sont assez importants, c'est que dans la formation, grosso modo, un 5e année dans une école d'ostéopathie, il a quasiment 100% de chance d'être diplômé à la fin de sa 5e année. Et entre la première année et la 5e année, il n'y a pas un... Alors, il faut pas... moi, je ne suis pas partisan de faire des coups de rasoir de malade, comme ça peut être dans certaines autres études, mais bon, il n'y a pas de coup de rasoir qui est assez impressionnant d'une école à l'autre. Grosso modo, la tâche aveugle, c'est qu'une école qui ne respecterait pas la réglementation, c'est elle qui s'évalue elle-même, enfin qui va évaluer la qualité des étudiants qu'elle rend professionnels. En fait, elle est en conflit d'intérêt quand elle rend un diplôme, entre guillemets, une école. C'est-à-dire que l'étudiant, il paye sa formation, à la fin, il doit avoir un diplôme parce qu'il a suivi sa formation, et c'est cette même école qui évalue. Donc c'est pour ça qu'après, ça aboutit à une proposition qu'on verra tout à l'heure, mais l'IGAS montre une autre profession en France d'ostéopathie, les ostéopathes animaliers. Je fais une petite digression parce que du coup, c'est un peu nos cousins. Eux, ils ont un système de formation complètement différent. L'ordre des vétérinaires organise un examen national auquel n'importe qui peut se présenter. Alors, il y a des critères administratifs, tout ça, mais grosso modo, tu te présentes à un espèce d'examen national presque public, en fait. Et à l'issue de cet examen, soit tu as une bonne note et tu as l'autorisation d'exercer, soit tu l'as pas. Et en fait, les écoles sont un peu plus dans une dynamique de te préparer à un examen de l'ordre des vétérinaires que de te préparer à leur propre examen à elles. Et l'IGAS, du coup, met en parallèle ces deux systèmes-là en disant, là, pour le coup, les ostéopathes animaliers, entre guillemets, ils sont un peu certifiés par l'ordre des vétos. Parce que du coup, quand ils sortent, c'est l'ordre des vétos qui les a évalués pour voir s'ils ont les niveaux de compétences. Que les ostéopathes, là, pour le coup, il y a une tâche aveugle. Alors, encore une fois, une tâche aveugle, ça ne veut pas dire qu'il y a systématiquement de la fraude, entre guillemets, mais s'il y en a, on aura beaucoup de mal à le détecter. D'autant plus que dans les enquêtes d'insertion, globalement, c'est ce que dit l'IGAS aussi, toutes les écoles sont censées faire des enquêtes d'insertion. Et ça c'est censé permettre de la transparence, notamment dans les salons étudiants. L'école, elle dit, voilà mes résultats, mes étudiants, quand ils sortent de mon école, à 18 mois, comment ils exercent, combien ils gagnent, entre guillemets, à 36 mois, comment ils exercent, combien ils gagnent. Ça, on s'est rendu compte que c'était pas fait systématiquement, et quand c'était fait, c'était pas du tout fiable, parce qu'en fait, il n'y avait pas de normalisation de cette enquête d'insertion. Donc chaque école pouvait faire son enquête un petit peu comme elle veut. Quand elle le rend publique, en fait, quand tu creuses un peu les enquêtes d'insertion, soit t'as que les mêmes étudiants qui répondent. En fait, l'école, elle est obligée de le faire, mais on leur dit pas quels sont les critères de qualité de l'enquête. Voilà, quels sont les critères qu'elle doit respecter pour faire cette enquête. Donc
Oui, puis pareil, je pense que ceux chez qui ça marche bien vont dire, bah regardez, moi ça marche bien, ils vont répondre le questionnaire. Ceux qui ont attendu ou qui ont fait autre chose, bah ils vont pas forcément répondre. Et voilà, ça te refait un gros biais de sélection, comme tu disais tout à l'heure, biais de désirabilité. Moi ça marche, du coup j'envoie un petit questionnaire pour dire que ça marche, quoi. Et puis là, c'est pas anodin. Enfin, moi, j'ai eu à le faire pour mon école. Enfin, quand j'ai été diplômé, mon école m'a enquêté, entre guillemets. Pareil. Et tu dis littéralement à ton directeur si tu réussis ou pas après être passé chez lui. C'est plus facile à faire quand ça se passe bien que quand ça se passe pas bien, je pense, tu vois. C'est clair. C'est sûr. Et donc, du coup, c'est pour ça. D'ailleurs, à la base, le cœur du rapport IGAS, c'est quand même de parler de la formation et de l'agrément. De définir comment est-ce qu'on fait pour que le système de contrôle des écoles soit performant et que le ministère donne l'agrément à des écoles dont on est sûr qu'elles font un enseignement de qualité. C'est vraiment un peu ça, en fait, ce que dit l'IGAS un peu dans son rapport. Et les propositions, la majorité des propositions, ce sont des propositions qui sont sur cette thématique-là. Autre chose que dit le rapport IGAS, qui est en rapport un peu avec la démographie, c'est pour ça je pense qu'ils en ont parlé, c'est que et c'est l'IGAS qui s'inquiète, entre guillemets, du nombre important d'étudiants qui sortent chaque année, donc du nombre important de nouveaux diplômés. Et c'est la première fois que moi, en tout cas, je vois ça dans un document officiel. Elle parle presque à mots couverts d'un potentiel numerus clausus, entre guillemets quand même, tu vois. C'est-à-dire qu'elle dit qu'il faudrait réduire les effectifs et les caler sur les besoins. Alors, ça ne veut pas dire numerus clausus, mais bon, ça ressemble beaucoup à ce que moi j'ai vu dans le passé dans les numerus clausus. C'est-à-dire, l'IGAS dit, là, pour le coup, ce qui permet à une école de former beaucoup d'étudiants, c'est sa capacité à respecter les critères d'agrément. Ça, c'est un élément qui est important, c'est que les écoles sont agréées pour un nombre d'étudiants en fonction des critères qu'elles respectent. C'est pour ça qu'il y a des grosses écoles et des petites écoles. Et là, l'IGAS a dit que ce serait bien d'aller vers la diminution, de réduire en fait le nombre d'étudiants pour réduire le nombre de professionnels sortants. Est-ce que du coup on peut les aborder, ces différentes propositions? Il y en a un paquet, dans un des articles que tu as fait sur ostéopathe.pro, je crois que tu en listes 26, il me semble. Les 26, en fait, elles ont été reprises une par une. Pierre-Adrien les a explicitées à chaque fois sur pourquoi, comment. Il y en a une partie, c'est, on va dire, assez administratif. Prendre plus de temps pour que la CCNA ait le temps de bien faire sa décision, améliorer l'outil informatique pour que ça soit plus facile à remplir, ce genre de trucs-là. Je ne sais pas si c'est le plus pertinent, mais on peut en parler vite fait. Mais... On va peut-être pas faire les 26 dans le détail, on pourra renvoyer les gens vers l'article, la suite d'articles qui a été écrit par Pierre-Adrien sur votre site. Si on doit essayer d'aller sur des choses qui sont peut-être les plus intéressantes pour les auditeurs, qui sont peut-être ostéos ou futurs ostéos, de quoi on pourrait parler par exemple? Il y a cette histoire de potentiel numerus clausus, en tout cas du fait de réglementer un petit peu le nombre de personnes formées. Il y a une question d'éventuellement reconnaître les ostéopathes comme professionnels de santé, et entre autres. Parlons de ça, un petit peu de tout ça. Encore une fois, je vais donner la parole à Pierre-Adrien. Ouais, je parle beaucoup, mais c'est pas grave. Enfin, je suis une pipette. Ah, mais c'est toi l'auteur. C'est toi qui as potassé. C'est toi qui as potassé. L'idée de l'article qu'on a fait sur les 26 propositions, c'était de faire une vraie synthèse en mode voilà la proposition, pourquoi l'IGAS propose cette proposition et quelle proposition d'application elle donne au ministère. Si les auditeurs sont intéressés, je les invite à aller regarder dans le détail. Majoritairement, on est sur des propositions de modification de la formation. Il y a quelques modifications qui sont un petit peu des thématiques majeures, qui sont par exemple proposer que les ARS président les conseils pédagogiques des écoles. Le conseil pédagogique d'une école, c'est un petit peu l'organe dirigeant de l'école. C'est pas tout à fait ça, mais c'est un petit peu ça dans les grandes lignes. Et là, actuellement, les ARS sont censés siéger au sein du conseil pédagogique. Mais là, l'IGAS propose carrément que les ARS président les conseils pédagogiques. Et l'IGAS propose dans une autre proposition que les ARS fassent un contrôle systématique de chaque école lorsque l'école fait une demande d'agrément. Forcément, si elle préside en prime le conseil pédagogique, ça renforce son action de contrôle. Et en fait, on voit que vraiment l'IGAS, à chacun des problèmes qu'elle a listés, elle a fait une proposition, et c'est une proposition qui est assez tranchée. Systématiquement, c'est des propositions très tranchées. Donc, d'aucuns auraient l'habitude de dire que ce sont des propositions qui peuvent être clivantes, sur lesquelles les gens ne sont pas tous d'accord. Elle a fait une autre proposition qui est assez marquante, c'est de créer une commission nationale qui serait chargée de l'évaluation de l'ostéopathie, qui serait chargée du coup de faire aussi un recueil pour les sinistres. Ça, c'est un truc qui n'existe pas, mais l'idée quand même, c'est de créer une structure
ad hoc qui fonctionnerait et qui ferait de la science dans l'ostéopathie. Et elle décline d'autres propositions au niveau de la science, par exemple de mettre des yeux de recherche scientifique en systématique dans le programme de formation des ostéopathes. Et un rapprochement avec les universités éventuellement. Un rapprochement, là elle propose plus qu'un rapprochement éventuel, parce que je crois que c'est quasiment une imposition qu'elle propose, que chaque école soit connectée à une université. Alors après, j'ai pas eu l'impression qu'elle précise quelle modalité. En gros, il y a vraiment une dynamique de ces 26 propositions, c'est de connecter les écoles d'ostéopathie aux universités, à la science, et de connecter les écoles d'ostéopathie aux autorités administratives locales. Si vous cherchez à incorporer les dernières connaissances scientifiques dans votre pratique et que vous avez un intérêt particulier pour la douleur et le sport, vous pouvez recevoir ma newsletter mensuelle qui traite de ces sujets. J'ai déjà abordé par exemple l'influence de la flexion lombaire lors d'un port de charge lourde, l'influence du volume d'entraînement sur la mortalité ou encore les effets contextuels qui peuvent améliorer la douleur des gens qu'on accompagne. Si ce genre de sujet vous intéresse et que vous aimez avoir les sources pour vérifier l'information, n'hésitez plus et inscrivez-vous. Le lien se trouvera dans la description sous cet épisode. Il y a aussi des mesures de renforcement de la CCNA. Ça, c'est des propositions très techniques, mais qui visent à renforcer le travail de la CCNA dans les avis qu'elle donne sur les agréments. Il y a le diplôme national, ça c'est quand même un truc. Oui, c'est-à-dire pour arrêter que ce soit toujours les écoles qui auto-évaluent leurs élèves. C'est ça. Le fait qu'il y ait un diplôme national, ça permettrait de faire comme tu disais pour les ostéopathes animaliers, à savoir on est tous traités de la même manière à la fin et il n'y a pas de copinage ou de facilité en mode tu as payé ton diplôme donc on te le donne. C'est ça. En fait, ce que propose l'IGAS sur le diplôme national, c'est de créer un examen avec un jury indépendant. Pour le coup, l'IGAS ne propose pas de faire comme avec les vétos. Elle ne propose pas de dire l'ordre des médecins va faire un examen pour les ostéopathes. Parce que je ne suis pas sûr que ça se soit accepté. Mais par contre, elle propose de créer en fait un examen national et qui ait des jurys indépendants. C'est-à-dire que les jurys ne soient pas constitués que d'éléments au sein des organismes de formation qui diplôment pour justement lutter un petit peu contre ça. Et ce qui est très rassurant, et ça pour le coup je donne mon avis là-dessus, c'est que l'optique générale de l'IGAS, elle est quand même très améliorative. C'est-à-dire qu'à aucun moment l'IGAS propose de déréglementer l'ostéopathie ou de nous afféoder à une autre profession ou de nous serrer la vis de manière assez importante. Ce qu'elle propose, c'est des dispositions qui grosso modo sont déjà sur le terrain et elle propose de créer en fait des synergies avec les autres trucs qui fonctionnent pour augmenter le niveau de qualité. C'est-à-dire que son objectif, c'est vraiment, voilà les problèmes de l'ostéopathie, voilà des solutions concrètes qui pourraient résoudre ces problèmes-là. J'ai vu passer quelques personnes qui parlaient de ce rapport de l'IGAS, notamment chez des personnes qui sont plutôt sceptiques vis-à-vis de l'ostéopathie. Et il y a plusieurs choses qui me semblent importantes dans ce que tu as dit. Je pense que la notion d'évaluation de l'ostéopathie, je suppose, évaluation de l'efficacité de l'ostéopathie d'un point de vue scientifique, et d'autre part, le fait de recenser les éventuels accidents liés à la pratique, ça, c'est des choses qui me semblent importantes, justement, pour être réglo, on va dire, pour pouvoir mesurer de manière objective la balance bénéfice-risque des interventions qu'on peut avoir. Ça, je pense que c'est des choses qui est super important, et j'ai envie de dire, si on est confiant dans ce qu'on fait, on ne devrait pas avoir peur de ce genre de choses, on va dire. Ça devrait, au contraire, nous pousser à dire, ok, très bien, bah maintenant, si nous, on est persuadé que ce qu'on fait, ça fonctionne en cabinet, on va essayer de trouver des moyens de l'évaluer de manière objective. Donc moi, je trouve que c'est vachement intéressant. Et comme je disais, j'ai vu beaucoup de personnes un peu sceptiques parler de ce rapport. Je ne les ai pas vus évoquer cette question d'éventuelle reconnaissance en tant que professionnel de santé. Je les ai surtout vus pointer ce qui n'allait pas, ce qui était pointé du doigt comme problématique, alors qu'effectivement, comme tu dis, il y a des propositions qui sont faites que je trouve intéressantes. La position de l'IGAS, elle est claire, et elle le dit textuellement. Hein. Elle n'est pas pour que l'ostéopathie soit inféodée à la kinésithérapie ou à la médecine. Elle n'est pas pour qu'il y ait une déréglementation de l'ostéopathie. Elle est pour un renforcement de la réglementation et une amélioration de ce qui se passe. Et c'est quand même une prise de position de l'administration plutôt dans d'autres sens. Après, bien évidemment, quand on propose un traitement, il faut quand même avoir un bon diagnostic au préalable. Et là, quand on voit les propositions, c'est vraiment un traitement ciblé par rapport à un diagnostic de l'IGAS. Alors après, le diagnostic, on le partage pas. Là, il a l'avantage d'être sourcé. Les propositions, là, c'est pareil, on partage pas. Mais grosso modo, si on voit les critiques aujourd'hui qui sont faites à l'ostéopathie, c'est-à-dire son rapport à la science et son évaluation, il y a des propositions qui vont dans le sens de créer des structures pour
permettent l'évaluation de l'ostéopathie. Et moi, la question que je me suis posée, et c'est un élément que je donne dans le dernier article, c'est créer une commission nationale qui serait chargée d'évaluer l'ostéopathie, d'accord. Le principal problème qu'on aura, c'est son financement. Et là, pour le coup, si on crée cette commission nationale, par qui elle est financée et de quel montant? Parce que si on veut faire de la recherche, ce sera premièrement une question d'argent et ensuite, après, une question de compétences, soit d'ostéopathe, soit de chercheur, pour évaluer l'ostéopathie. Mais la première des réponses à apporter, c'est de créer une structure qui ait les moyens et les épaules financiers pour le faire. Et après, enregistrer les sinistres liés à la pratique de l'ostéopathie. Le seul objectif que ça a, c'est pas de pointer du doigt quand on fait des bêtises. L'objectif que ça a, c'est de permettre aux patients d'être indemnisés quand il y a eu des bêtises. Et aucune profession de santé aujourd'hui ne se targue de ne pas avoir d'aléas thérapeutiques. Un médecin, quand il fait son travail, ou un kiné, il peut parfois y avoir un problème. Et le patient, il peut être pire que quand il était pas allé le voir. Sauf que du coup, quand c'est le cas, c'est enregistré à un organisme qui s'appelle l'ONIAM, et l'ONIAM, du coup, peut indemniser ces victimes-là. Ce qui n'est pas le cas pour l'ostéopathie aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai problème, encore une fois, pour le patient. Et là, le fait de pouvoir avoir un enregistrement des sinistres, de pouvoir indemniser les victimes et de pouvoir financer la recherche, ça permettra d'apporter des réponses claires sur la balance bénéfice-risque qui permettront de pouvoir avoir des recommandations de la Haute Autorité de Santé sur comment on utilise l'ostéopathie dans le système de santé. D'ailleurs, une des choses que rappelle l'IGAS dans son rapport, c'est le fait que, je crois, la Haute Autorité de Santé avait pour objectif de faire justement des guides de bonne pratique par rapport à l'ostéo, qu'elle a pour l'instant pas encore rendu. Et elle a un peu réappuyé sur ce point-là en disant « au fait, il y avait ça que vous aviez à faire. » Et c'est pas fait. Voilà. Ouais, c'est dans l'article 75 de 2002, c'est écrit « Les recommandations de bonne pratique sont entre guillemets à la charge de la Haute Autorité de Santé. » Donc depuis le départ, en fait, c'est elle qui est chargée un peu de dire ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et c'est vrai que ça fait 20 ans qu'on attend un petit peu des recommandations, quoi. C'est pas que de notre faute. Parmi les autres recommandations qui sont faites, tu disais tout à l'heure, Pierre-Adrien, en conclusion de ce rapport de l'IGAS, il est évoqué le fait que les ostéopathes puissent intégrer les professionnels de santé. Forcément, ça nous fait poser des questions de est-ce que ça veut dire qu'on serait sous prescription médicale? Est-ce que ça voudrait dire remboursement par la Sécu, donc qu'on nous impose un tarif qui serait potentiellement ridicule? Concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire si on était reconnu professionnel de santé? Qu'est-ce qui va nous arriver? Il y a deux choses à faire au préalable avant de parler de ça. Pour qu'on intègre le Code de santé publique, il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat se mettent d'accord. C'est pas le ministre qui va décider ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une majorité de députés à l'Assemblée nationale et de sénateurs qui soient d'accord pour qu'on fasse une modification du Code de santé publique pour y intégrer les ostéopathes. Donc, je ne veux pas faire de politique fiction, mais en ce moment, trouver des majorités au Parlement, c'est un petit peu compliqué pour le gouvernement. Donc ça, là-dessus, c'est pas juste une réforme réglementaire, c'est vraiment du législatif. Ce que l'IGAS dit en substance, je vais juste lire le passage en 2 phrases. En 2002, le législateur a fait le choix de ne pas attribuer un statut de professionnel de santé aux ostéopathes et aux chiropracteurs. De ce fait, ils ne sont pas soumis aux règles applicables aux professionnels de santé et aux écoles de formation en santé. Cette absence de reconnaissance a obligé le législateur à proposer un cadre spécifique in fine, moins exigeant pour les écoles de formation en ostéopathie et en chiropraxie, qui ne délivrent que des diplômes d'école et moins contraignant pour les professionnels. Je pense que l'IGAS propose le fait de devenir professionnel de santé principalement parce que ça simplifierait beaucoup de choses d'un point de vue des règles. Le Code de santé publique, c'est un gros pavé avec plein de lois où en gros, on dit voilà tous les professionnels qui sont soumis à ces lois et à ces règles dans le Code de santé publique. Et en fait, quand on dit professionnel de santé dans un texte de loi, ça concerne tous ces professionnels-là. Donc du coup, en fait, à chaque fois que tu fais une réglementation sur les professionnels de santé, ça concerne tous ceux qui sont dans le Code de santé publique. Donc ils mettent les ostéopathes, je pense que d'un point de vue administratif, ça leur simplifierait la vie, parce qu'à chaque fois qu'il y aurait un truc, il n'y aurait pas besoin de dire les professionnels de santé et les ostéopathes. Souvenez-vous, pendant le Covid, ça a été la question avec la vaccination et les masques. À chaque fois, c'était les professionnels de santé auront le droit à des masques, ah oui, et les ostéopathes. Les professionnels de santé auront le droit à tel truc, et les ostéopathes. Donc là, du coup, c'est juste, je pense, ça leur simplifierait la vie. Maintenant, ce que propose l'IGAS en substance, c'est de nous ajouter dans un livre spécifique du Code de santé publique, qui est celui des auxiliaires médicaux. Vulgairement, on parle ça des paramédicaux. Et elle précise 2 choses, parce que ça, généralement, ça fait hérisser un peu le poil aux exclusifs. Les 2 notions qui sont très importantes pour eux, c'est leur liberté tarifaire, entre guillemets, leur liberté d'installation, et leur accès direct. C'est un petit peu les 3 piliers sur lesquels, pour une fois, il y a globalement un consensus en ostéopathie. On veut tous être un peu libres à ces 3 niveaux-là. Et ce que propose l'IGAS, ce serait de nous intégrer au Code de santé publique
sans nous soumettre à la prescription médicale, parce que la plupart du temps, quand on dit paramédical, ça fait évoquer chez les professionnels le fait d'être sous prescription du médecin, ce qui serait un problème, parce qu'il n'y a pas assez de médecins pour prescrire le nombre de consultations qu'il y a aujourd'hui en ostéopathie, et c'est pas du tout l'air du temps, et c'est pas du tout la volonté des ostéopathes en règle générale, ce dont j'ai l'impression. Et ensuite, elle parle aussi du fait que nous rentrer dans le code de santé publique sans pour autant nous indexer à une convention avec la sécurité sociale, avec l'assurance maladie, qui est un des autres sujets sur lesquels ça peut faire vivement réagir les ostéopathes. Parce que conventionnement sécu, ça veut dire plafond tarifaire, ça veut dire plein de soucis qui sont aujourd'hui d'actualité. Il n'y a pas une seule profession de santé aujourd'hui qui n'est pas en conflit avec la sécurité sociale. Enfin, en tout cas, il y en a énormément qui sont en conflit aujourd'hui sur ce sujet-là. Donc là, en gros, ce que propose l'IGAS, c'est de nous faire intégrer le titre des paramédicaux en nous laissant l'accès direct et sans nous indexer à l'assurance maladie. Voilà la proposition. Et pour faire cela, elle a besoin que le ministre fasse une proposition de loi à l'Assemblée nationale et que ce soit voté. Donc autant vous dire que ça reste un peu de la politique fiction. Mais c'est une position officielle de l'administration aujourd'hui qui dit, si on devait aujourd'hui donner notre avis, on mettrait les ostéopathes comme professionnels de santé. Nous, on est censé passer du coup du registre ADELI au registre RPPS et certains accès à des structures d'information de la santé passent par un code RPPS. Donc théoriquement aussi, si on est rajouté dans le RPPS, on a potentiellement accès à plus de choses auxquelles on a accès aujourd'hui. Donc c'est aussi potentiellement un moyen d'être rapproché d'un professionnel de santé sans pour autant être dans le livre de la santé. Mais c'est toujours un petit peu zone grise, quoi. Parce que la vraie question, moi j'essaie d'aborder le sujet sans avoir d'être clivant là-dessus. C'est être professionnel de santé, oui, ça nous apporte quoi de plus? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parce qu'on n'est pas professionnel de santé, à un moment ou à un autre, on nous le donne. Je prends un exemple. Le secret médical. On n'avait pas accès, on y a eu accès, si je ne me trompe pas, en 2016. En tout cas, le partage du secret, je crois que c'est en 2016 qu'on y a eu accès à peu près. Avant, on n'avait légalement pas le droit de partager des données avec les médecins et vice-versa. Maintenant, oui. Le RPPS, on n'était pas dedans. Maintenant, oui. En fait, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et aujourd'hui, notre statut ressemble beaucoup à celui des psychologues qui ne sont pas professionnels de santé et qui pourtant sont intégrés dans le système de santé. Donc on voit bien que ce n'est pas forcément une condition sine qua non pour intégrer le système de santé, d'être professionnel de santé. Mais par contre, être professionnel de santé, il faudrait avoir un juriste qui en parle plus précisément. Ça nous fait intégrer un corpus de réglementation. Il y a plein de spécificités réglementaires qu'ont les professionnels de santé. Certaines sont contraignantes, certaines ne le sont pas et sont plutôt des avantages. Ça apporterait ça. Maintenant, il faudrait faire un détail plus précisément. Mais je pense que cette proposition-là, il ne faut pas la prendre comme une proposition de but en blanc de ça va changer tout de suite, mais plutôt comme une orientation. On aurait pu très bien avoir l'IGAS qui dit l'ostéopathie, c'est un peu la merde, ce serait bien de faire machine arrière. Et là, non, elle dit vraiment, vas-y, on l'intègre au système de santé. Et ça permettrait, parce que c'est ce que dit l'IGAS à plusieurs reprises, elle dit, notre position maintient un flou, en fait, pour la population. C'est que pour les gens, en fait, on est des professionnels de santé, presque pour tout le monde, en fait, on l'est. Même nous, je pense qu'on se voit un peu comme des professionnels dans le champ de la santé, mais du coup, comme des professionnels de santé, quoi. Et en fait, je pense qu'il y a aussi cette volonté un peu d'éclaircir les choses, avec la volonté de faire un peu de ménage administratif dans la profession, et de nous contraindre à certaines normes. Et ça peut faire un peu peur, la contrainte normative. Ça oblige certains à changer quelque chose dans sa pratique, ça peut faire peur, comme tu dis, effectivement. Même si au final, je pense que ça peut amener à une meilleure qualité de soins en général, ou peut-être une meilleure intégration. Qui dit meilleure intégration dans le système, dit probablement un meilleur parcours de soins pour les patients aussi. Je pense que ça pourrait avoir beaucoup de points positifs malgré les contraintes. C'est un avis personnel. Une des propositions aussi, justement, c'est de faire plus d'interprofessionnels. Je crois que c'est la proposition 24 ou un truc comme ça. Mais en gros, c'est de dire, pourquoi rester à côté alors que finalement, on est de plus en plus intégré de fait? Allons-y et mettons tout en place pour que ça se passe le mieux possible. D'où aussi le recueil s'il y a des accidents et autres. Enfin, tout va dans ce sens-là, quoi. En fait, c'est plutôt que de faire une loi à chaque fois qu'il y a un truc qui n'est pas résolu en ostéopathie, en fait, on nous met avec l'ensemble du corpus. C'est un peu ça l'idée de l'IGAS dans cette proposition. Après, c'est pas l'alpha et l'oméga. Tout le monde met beaucoup de choses derrière le statut de professionnel de santé. Soit ce serait l'alpha pour, par exemple, faire du ménage dans les pratiques de la profession. Je tiens à rappeler que les psychiatres peuvent faire de la psychanalyse. Voilà.
C'est pas le statut professionnel de santé protège pas de certaines pratiques. Et derrière, c'est pas parce que tu es professionnel de santé que tu vas être systématiquement intégré à l'hôpital. T'en parles à des ergothérapeutes, des diététiciens, des psychomotriciens. Ils ont un statut, mais ça leur apporte pas grand-chose entre guillemets, j'ai envie de dire. Là, il y a un vrai questionnement à avoir. Et j'ai envie de dire, c'est plus la proposition de l'autorité administrative qui est une proposition à vraiment regarder dans le détail, parce que là, vraiment, on crée une structure qui va réellement avoir du pouvoir dans notre quotidien. Est-ce qu'on peut passer sur le fameux sondage qui a été fait par ostéopathe.pro, parce que vous avez interrogé un petit peu votre audience? Je vais te laisser parler, Clément, alors. Pour savoir ce qu'ils pensaient un petit peu de tout ça. Ça fera un petit peu de changement de voix. On a créé un sondage qu'on a fait passer donc via Ostéopathe Pro. On l'a pas mal diffusé. Donc d'abord, il y a eu la publication des 3 articles. Déjà, on voulait qu'il y ait pas mal de gens qui aient l'occasion de les lire. On a eu à peu près 4100 personnes qui les ont lus et qui ont pris 7 minutes pour les lire. Donc je pense que la plupart des gens, quand ils ont lu un des articles, ils l'ont vraiment lu. Ils sont pas juste venus et ils sont partis. Donc ça, c'est quand même déjà un bon signe. Et puis ça indique aussi quand même que les gens étaient curieux de savoir qu'est-ce qu'était le rapport de l'IGAS avant de répondre au sondage. Il y a pas mal de gens, par exemple, qui me disaient avant de répondre au sondage, je vais quand même lire pour me renseigner avant de répondre. On a eu quelques étudiants aussi qui ont répondu, parce qu'on est suivi par quelques étudiants, mais c'est surtout des professionnels. On a eu 471 réponses, ce qui est pas mal du tout, sachant que je crois Opéra c'est 1400 et que ça veut aussi une visée très large. Opéra, pour expliquer, c'est une étude qui a été faite pour faire une sorte de représentation de la profession. Ça a été fait l'année dernière par Comme Collaboration. C'est une collaboration européenne. Pareil, qui fait passer un peu des sondages sur le statut de professionnel. En gros, comment est-ce qu'on se voit en tant que profession, quelles sont nos pratiques et tout ça. Donc on a eu 420 professionnels qui ont répondu, on a eu 45 étudiants, on a eu 6 qui n'étaient pas des données valides. Dans ce questionnaire-là, donc dans le sondage, donc le but c'était évidemment en majorité des professionnels ostéo. En fait, on a envoyé le lien vers les articles, pour que les gens justement, s'ils tombaient que sur le sondage, ils aient l'occasion de le lire. Ensuite, on leur demandait de mettre leur numéro ADELI. On voulait être sûr de récupérer des vrais professionnels, donc on demandait ça. Ou de mettre le statut étudiant. Et ensuite, on avait plusieurs axes. On avait un premier, c'était déjà leur sentiment en général par rapport au rapport de l'IGAS, et ce qu'ils en avaient compris. Et une dernière partie, c'était sur une question semi-ouverte sur votre sentiment sur l'avenir de l'ostéopathie. Et on voulait avoir aussi l'avis sur chacune des propositions. Donc on a mis les 26 propositions, et pour chacune, on pouvait dire est-ce qu'on était très favorable, plutôt favorable, peu favorable ou pas favorable. Et donc avec ça, ça nous donne un peu une image sur les différentes propositions qui ont été mises en avant. On a vu aussi que la moyenne d'âge était assez jeune. Je pense que ça revient à ce que tu disais, Pierre-Adrien, sur on va dire l'âge moyen de la profession, mais c'est peut-être aussi un biais que nous on a par rapport aux gens qui nous suivent, qui sont en plus peut-être orientés réseaux sociaux. Donc je crois que la moyenne est à 33 ans, la médiane est à 30, et le minimum est à 23 ans, donc des gens qui viennent tout juste de diplômer, et le maximum est à 86 ans quand même, avec une personne qui a eu son diplôme en 71, et d'autres qui ont eu leur diplôme donc là en 2023. Et alors, qu'est-ce qu'ils nous disent tous ces gens? Par exemple, sur quel est le sentiment, donc ça c'était la première partie, c'était déjà quel est votre sentiment sur le rapport de l'IGAS. Parmi les professionnels, 93% sont très satisfaits ou satisfaits. Et chez les étudiants, 90% sont très satisfaits ou satisfaits. Donc globalement, il y a pas mal des constats que fait l'IGAS et des propositions qu'elle fait qui conviennent bien quand même à la profession. Et la question qui était liée justement au sentiment sur le rapport, c'était est-ce que vous souhaitez une réforme profonde de l'ostéopathie dans les prochaines années? Et pareil, on a des taux de réponse assez élevés. Chez les pros, c'est 92% de oui. Et chez les étudiants, c'est 89% de oui. Pas mal de gens très motivés pour des changements dans le bon sens. Sur les propositions, là, on va pas reprendre les 26 propositions, mais on a repris les 4 qui font le plus consensus. Donc là où les gens sont les plus d'accord avec les propositions. La première, c'est adapter le cadre juridique pour faire une réduction capacitaire des écoles. Donc ça, c'est plus, on va dire, un numerus clausus indirect. Mais voilà, ça, c'était la proposition qui faisait très consensus. Ensuite, il y avait la démographie fiabilisée, d'avoir quelque chose de régulièrement mis à jour sur où se situent les ostéopathes et les chiropracteurs. Donc je pense que c'est une partie de nous ce qu'on fait déjà sur Ostéopathe Pro, mais évidemment avoir quelque chose d'encore plus fiable, donc soit quelque chose d'inscription annuelle ou ce genre de choses. Ensuite, il y avait justement systématiser l'enseignement, incluant des interventions sur des collaborations interprofessionnelles au service d'un parcours coordonné du patient. Donc ça, c'est intégrer le côté interprofessionnel dans les écoles. Ça, je pense que tout le monde est très, très intéressé par ça. Et puis la dernière, c'était intégrer une unité d'enseignement à l'initiation à la démarche de recherche, tout ce qui est rapprochement des écoles, potentiellement avec des universités, ou en tout cas vraiment la démarche de la recherche, que ce soit en recherche clinique ou recherche en santé. Alors, je trouve ça intéressant là sur ces quelques points où les gens sont globalement plutôt favorables. Alors il faut préciser quand même qu'il y a peut-être un biais d'échantillonnage, c'est-à-dire que peut-être que les personnes qui suivent ostéopathe.pro sont peut-être un peu plus sensibilisées à une approche
peut-être plus scientifique, plus actualisé de l'ostéopathie. Peut-être que c'est pas représentatif de l'ensemble des ostéopathes. Mais je trouve qu'en tout cas, sur ces données-là, je trouve ça intéressant parce que, comme je disais, je suis aussi beaucoup de gens qui sont un peu plus sceptiques vis-à-vis de l'ostéopathie et j'ai l'impression que souvent, l'image qu'ils ont de l'ostéo, c'est la personne qui se complaît à travailler à côté, en dehors du cadre de soins classique, qui va peut-être même s'opposer à la médecine ou à la kinésithérapie et à la science. Alors qu'en fait, là, on voit que dans ce sondage-là, il y a une réelle volonté de travailler avec les autres pour que le patient puisse être mieux pris en charge. Et cette approche de la science, d'être un peu plus formé à comment on fait de la science et comment on évalue les pratiques et comment on peut travailler éventuellement avec la fac, on voit qu'il y a quand même un intérêt pour ça. Et moi, je trouve ça super. Moi, personnellement, ça m'intéresse beaucoup. Et ça vient peut-être nuancer un peu cette image que certains critiques peuvent avoir un petit peu de la profession, quoi. Carrément. On en reviendra après sur la partie verbatim aussi, donc on avait une case où les gens pouvaient donner leur avis, et on verra qu'il y a justement 7 points majeurs qui reviennent un peu, et on verra que justement c'est super intéressant d'en parler à ce moment-là. Et si je reviens sur donc les propositions qui n'ont par contre pas fait consensus du tout, les gens étaient moins d'accord là-dessus, il y avait le fait de confier à l'ARS la présidence du conseil pédagogique des écoles, et de renforcer la composition du conseil par une représentation systématique. Là-dessus, il y a eu je crois que c'était le point justement où il y avait le moins de consensus. C'est celles qui font le moins de consensus, mais elles ont globalement un haut taux de faveur. Oui, c'est ça. Il y a un haut taux de faveur, mais c'est celle où il y a potentiellement le plus de pas favorables ou de peu favorables. Exactement. Donc ça vient contrebalancer les autres qui ont beaucoup de très favorables ou plutôt favorables. Et après, on a amélioré l'accès à l'ergonomie de la plateforme informatique pour le CCNA. Ça, je ne sais pas forcément pourquoi les gens sont pas très... Il y a moins de consensus là-dessus. Ensuite, il y avait déconcentré une partie de l'instruction du dossier d'agrément en confiant aux ARS, en particulier la validation des critères nécessitant une visite sur site. Donc pareil, c'était aussi une notion de contrôle un peu de ce qui se passe dans les écoles. Et la dernière, c'était élargir la composition de la CCNA à un autre membre du ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche et accroître ses compétences pour la faire évoluer vers une instance technique de référence. Donc ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Pierre-Adrien, sur l'instance un peu qui évalue nos pratiques, il me semble. Alors la CCNA, c'est l'instance qui donne un avis sur l'agrément des écoles au ministère. Et là, en fait, la proposition, elle propose d'élargir avec des personnalités qualifiées et avec des membres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais surtout de faire accroître énormément son niveau de compétences, quoi. En fait, les propositions qui sont les moins consensuelles sont celles qui sont les plus techniques, accessoirement, j'ai l'impression. On a demandé aussi qu'est-ce qu'ils pensaient du statut de professionnel de santé et sous quel contexte ou quel statut. Donc l'IGAS précise bien que l'intégration serait assortie d'une conservation de l'accès direct et qu'il n'y a pas de lien avec un conventionnement sécu, quel que soit le statut d'intégration. Et chez les professionnels, on a un oui qui est majoritaire à 85%. Et chez les étudiants, on a 75% de oui. Un peu moins chez les étudiants. Et ensuite, on avait posé une question sur est-ce qu'on devrait disposer d'une autorité qui aurait délégation du service public. Là, on avait une forte majorité chez les professionnels avec 72% de oui. Et chez les étudiants aussi 73%, donc très proche aussi. Tu peux répéter une autorité qui quoi, tu dis Une autorité est en délégation du service public. Ça veut dire quoi concrètement? Alors, Pierre-Adrien, tu me reprends si c'est pas bon. En gros, l'idée, c'était il n'y a pas d'ordre chez les ostéos, mais il faudrait une autorité administrative qui aurait un peu ce rôle-là. Donc en gros, est-ce qu'on est pour une autorité un peu qui puisse un peu appliquer ce genre de choses-là au niveau de la profession? Délégation de service public, ça veut dire qu'en gros, c'est une autorité qui disposerait de prérogatives d'ordinaire allouées à l'État, mais là, du coup, elle pourrait agir un peu en son nom. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire, en gros, c'est une autorité qui disposerait de pouvoirs élargis dans le cadre du service public. Typiquement, quand on dit ça, on peut penser à un ordre, mais il y a plein de formes administratives qui peuvent exister, qui ne sont pas des ordres. Donc, mais ce serait une autorité qui disposerait d'une délégation de tâches, en fait. Voilà, en tout cas, pour ça, il y avait 72% de oui chez les pros et 73% chez les étudiants. Et on a demandé également sous quelle forme. Là aussi, pas un résultat plutôt mitigé. On avait 48% pour un ordre, 30% pour une autorité administrative, comme le propose l'IGAS, et 20% qui étaient à peu près indifférents. Après, on a des propositions de type une fédération intersyndicale qui regroupe l'ensemble des ASP, ou alors une copie du GEOSC anglais. Donc GEOSC, c'est le General Osteopathic Council, qui est un peu un équivalent d'un ordre comme en France. Après, ils ont une prérogative qui est un peu différente. Le GEOSC en Angleterre, lui, son objectif est de protéger les patients. Mais en gros, c'est l'autorité vers laquelle peuvent se tourner les patients s'ils ont un problème avec un professionnel. Et côté GEOSC, on va dire côté professionnel face au GEOSC, ça va être montrer qu'on a fait de la formation continue, ce genre de choses-là.
Et côté étudiant, c'était aussi plutôt favorable à un ordre, avec 57% pour un ordre et 21,6% qui était indifférent et 21,6% pour une autorité administrative comme proposé par l'IGAS. Et donc évidemment se pose la question du financement. Côté pro, c'était surtout donc financement mixte, professionnel et subvention publique à 57%. Côté étudiant, c'était plutôt financement mixte aussi à 73%. Et vous allez publier du coup tous les résultats de ce sondage sur votre site. Oui, on publiera donc un article de synthèse, il y aura également les données brutes anonymisées. Donc si vous voulez refaire des recherches dessus ou d'autres analyses. Et donc du coup, la question ouverte que vous aviez mise à la fin du sondage, c'était quoi la question et quelles sont les réponses globalement ? Alors la question qu'on avait mise, c'est quel est votre sentiment sur l'avenir de l'ostéopathie en France ? Mais avant ça, j'avais encore un autre truc. C'est est-ce qu'on proposait aux gens, est-ce que vous souhaitiez voir une union des organisations professionnelles et syndicales pour soutenir la proposition de l'IGAS ? On a eu 87% de oui chez les professionnels et 80% de oui chez les étudiants. Okay. Donc on voit quand même que le sujet un peu de la division des différentes organisations et instances reste un souci potentiellement. En tout cas, ils aimeraient bien qu'il y ait une union pour soutenir cette proposition-là, les propositions de l'IGAS. Et donc, pour revenir à le sentiment sur l'avenir de l'ostéopathie, ce qui est intéressant, donc chez les professionnels, on a vu des commentaires qui expriment pas mal de choses. Il y a un peu d'espoir, d'inquiétude et de besoin de réforme. On a regroupé ça sous 7 points. Je ne vais pas aller dans le détail de chacune, mais il y en a une, c'est effectivement le côté besoin de réforme et de régulation. Il y a pas mal de personnes qui exprimaient ça sur la nécessité de les réformes pour assurer l'avenir de la profession et pour le côté un peu encadrement des formations, réguler les pratiques et contrôler la qualité des écoles. Il y en avait une autre, c'était sur les préoccupations quant à la saturation et aux dérives. On a eu pas mal de gens qui ont parlé de l'importance de se rapprocher des notions scientifiques, et en particulier de l'EBP. Donc ils appellent à une formation basée sur les preuves, et ils souhaitent également une uniformisation des enseignements, et peut-être une vision un peu plus scientifique de la profession. On a eu également des gens qui ont parlé de la collaboration interprofessionnelle. Ils soulignent l'importance de la collaboration avec d'autres professionnels de santé, et appellent à une intégration de l'ostéopathie dans le parcours de soins. Ensuite, on avait les attentes par rapport aux mesures du rapport de l'IGAS. Il y en a pas mal qui se montrent optimistes par rapport à ce qui avait été aux différentes propositions qui ont été faites. Ils ou elles espèrent qu'elles seront mises en œuvre, et ils voient ça comme des mesures qui sont des opportunités pour l'évolution positive de la profession. Et enfin, il y a eu un côté aussi un peu inquiétude et pessimisme. Il y avait aussi pas mal d'inquiétudes, souvent c'était un peu la proposition de si on suit le rapport de l'IGAS, je pense que ça va dans un bon sens. Mais si on ne fait rien, je vois ça plutôt de façon pessimiste, si je résume. Ils étaient préoccupés par le côté saturation de marché, qualité de formation, les dérives thérapeutiques et potentiellement de la méfiance envers l'ostéopathie ou l'ostéobashing. Et le dernier, c'était appel au changement en tout cas, ou à la réforme. Je pense que je dirais que les ostéopathes ils reconnaissent la nécessité d'une réforme et d'une régulation de la profession pour assurer en fait un avenir. Et il y en a pas mal qui sont optimistes par rapport aux propositions de l'IGAS. Par contre, il y en a pas mal qui restent sceptiques quant à la mise en œuvre. Alors, est-ce que ça sera appliqué et comment ? C'est ce que disait Pierre-Adrien. Il ne suffit pas de faire des propositions, encore faut-il qu'il y ait une volonté politique derrière et un contexte qui permette d'appliquer cette volonté politique. Voilà. J'espère avoir bien retranscrit ce que les gens ont écrit. En tout cas, moi j'ai trouvé sur les verbatims que les ostéopathes, ils avaient quand même pas mal rédigé, quoi. Il y avait beaucoup de choses à lire, alors que moi je m'attendais à avoir quelques mots, quelques phrases. Il y a eu quand même énormément de textes et des fois des pavés entiers à lire. Et du coup, ça a été un sujet qui les a vraiment piqués au vif parce qu'ils ont dû passer vraiment beaucoup de temps à remplir le questionnaire et après ils se sont imposés d'écrire énormément de choses. Donc c'est assez enrichissant à lire comme témoignage. On renvoie du coup les auditeurs qui ont envie d'en savoir plus sur ce sondage vers l'article qui sera publié sur ostéopathe.pro et je mettrai les liens quand je les aurai dans la description du podcast, que ce soit sur la plateforme de podcast ou sur YouTube. Je mettrai les liens dans la description pour que vous puissiez accéder à toutes ces informations-là. Pierre-Adrien, tu avais quelque chose que tu voulais rajouter en réaction ou en conclusion un petit peu? Moi, je trouve qu'il y a quand même un sentiment qui se dégage de tout ça, qui est que il y a quand même beaucoup de lecteurs qui sont penchés sur un sujet très technique, qui sont investis quand même. On a 470 personnes qui ont pris le temps de lire et de répondre et d'écrire. Il y a plus de 5000 personnes qui ont visité les sites internet. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que le sentiment qui se dégage, c'est qu'on est un peu à un tournant de notre profession, à un carrefour. C'est des mots qu'on a vus un peu dans le verbatim remonter, et que tout le monde est en tout cas très intéressé par voir quelle direction nous on va prendre, parce que quelque part ce que fait l'IGAS en faisant son rapport, c'est de nous renvoyer la balle en nous disant maintenant du coup qu'est-ce que vous voulez en fait. Et à un moment ou un autre, je pense que ça va nous amener à devoir nous positionner et nous clarifier tous entre nous, et tout le monde sent un petit peu ça arriver, qu'il va falloir qu'on débatte beaucoup en interne de la profession, qu'on choisisse une voie vers laquelle aller. Je trouve que ça ouvre une période
professionnelle qui est particulièrement stimulante intellectuellement. Et je note qu'il y a très peu de professions qui ont la chance de voir ce genre de débat émerger. Et c'est-à-dire que potentiellement, dans 10 ans, on n'aura rien à voir comme profession avec ce qui a été il y a 10 ans. Et moi, ça me stimule personnellement beaucoup. Et je trouve que ça a fait beaucoup de discussions et que les gens sont beaucoup plus intéressés finalement par des sujets politiques que ce qui en a l'air, parce que l'on voit le nombre d'adhérents à des organisations professionnelles. Et donc, comme quoi, on reste quand même très penché sur l'actualité. Et j'ai hâte de voir un petit peu l'avenir et les tournures que ça va prendre. Voilà tout ce que j'en ai à dire précisément dans cette conclusion. À voir dans quelle mesure justement les syndicats prendront leur place, peut-être de médiateurs ou pas, par rapport au débat qu'on doit avoir à l'intérieur de la profession. On en a relativement peu parlé là des syndicats dans cette émission parce que c'est pas un sujet que je maîtrise, toi un petit peu plus, mais on a décidé de plus de se concentrer sur le rapport de l'IGAS. Mais voilà, c'est la question qu'on peut se poser là dans les mois ou années qui viennent, dans quelle mesure ces syndicats vont peut-être essayer de faire le liant, parce que comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas adhérents aux syndicats. Faut voir dans quelle mesure on arrive à articuler un petit peu tout ça pour pouvoir discuter tous ensemble, quoi. En tout cas, merci beaucoup Pierre-Élie pour le travail que tu fais et pour le montage que tu vas te taper derrière, parce que ça va être costaud. Ça sera le seul travail que je vais faire, parce que là, c'est vous qui avez bien bossé là aujourd'hui. Ouais, mais le montage, c'est un beau boulot. Voilà. Merci aussi de m'avoir invité, d'avoir eu l'occasion de parler un peu de la démographie et de ce qu'on a eu l'occasion de faire là-dessus. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion aussi de suivre ça de près, peut-être de rééchanger sur le sujet s'il y a des nouveaux développements dans le futur. En tout cas, voilà, c'est des sujets, je pense, qui vont nous tenir un peu en haleine sur les prochains mois, en tout cas. Et merci à vous, chers auditeurs et spectateurs. Si vous avez appris quelque chose en écoutant cet épisode et que vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez noter le podcast sur votre plateforme de podcast préférée, ou vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube Les Chroniques d'un ostéosceptique et surtout laisser un commentaire sous la vidéo. En général, l'algorithme de YouTube apprécie. Et pensez également à partager l'épisode à des personnes, ostéos éventuellement, ou futurs ostéos qui seraient intéressés par le sujet. Rappelez-vous, si vous souhaitez recevoir ma newsletter qui parle des sujets en rapport avec la douleur et le sport, vous pouvez vous y inscrire en suivant le lien dans la description de l'épisode. Et pensez à tester le logiciel ostéopathe.pro et les trames qu'il propose, vous m'en direz des nouvelles. Dans le prochain épisode, je recevrai Mathias Soulol, qui est éducateur sportif et passionné par l'Evidence-Based Practice. Et ce sera justement le sujet de cet épisode. Qu'est-ce que c'est que l'Evidence-Based Practice dans le soin et dans le sport? Donc si le sujet vous intéresse, pensez à vous abonner.